Le président de Fondes. Je vous demande d'accueillir Jean-Pierre Nedelec. Et merci de nous accueillir, président de Fondes. J'ai une question qui est très simple, elle est double. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Alors, pourquoi ici et pourquoi maintenant? C'est répondre sur la question de notre légitimité d'intervention à initier les deux débats auxquels vous allez participer. Pour répondre à la question pourquoi ici, je vais simplement me contenter de citer trois acteurs du territoire. On est ici à Agapé, un lieu d'insertion par la formation, une école de production. Donc nous sommes là au cœur de l'utilité sociale et de l'entreprise. Premier élément de réponse. Deuxième acteur, l'IRESA. Pourquoi, en collaboration avec l'IRESA, nous travaillons de longue date pour promouvoir une économie sociale originale, différente, mais pas à part, surtout pas à part. L'ancrage de l'IRESA dans ce département nous amène à collaborer dans le respect de nos prérogatives, de nos logiques propres d'intervention, mais toujours au service des entrepreneurs engagés, de la phase d'émergence à la phase de développement. Et ça, c'est très important. Et puis le troisième acteur, pour répondre au pourquoi ici, c'est pourquoi Angers. Notre collaboration avec Angers-Loire Métropole ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est après notre territoire d'origine, Nantes, le territoire où nous avons connu un fort développement avec une collectivité qui a bien compris l'effet levier de son accompagnement sur nos interventions pour apporter des ressources en garantie, en prêt, en conseil aux entrepreneurs du territoire. Nous avons eu très récemment une réunion de travail avec Angers-Loire Développement qui démontre, s'il en était besoin, la qualité de nos collaborations et les perspectives qui s'ouvrent à nouveau. Deuxième élément, et j'en terminerai très rapidement, pourquoi maintenant? À ça, je répondrai par deux éléments. D'une part, on arrive à 20 ans d'expertise, donc ça nous donne peut-être une certaine légitimité à avoir une parole sur nos interventions. Le déploiement de nos outils, la participation aux diverses politiques publiques, nos coopérations avec les collectivités, l'État, les banques et bien sûr la Caisse des dépôts et consignations nous permettent de porter un regard à la fois attentif, mais en même temps critique sur l'évolution des politiques publiques. Et on a peut-être une parole pour faire un petit peu bouger les lignes par rapport à ça. Et puis, le deuxième élément du pourquoi maintenant, c'est qu'effectivement, alors là je ne vais pas la citer de manière exhaustive, mais il y a un certain nombre d'évolutions majeures qui se font jour, et c'est peut-être le moment pour faire bouger un certain nombre de lignes. Parmi ces évolutions, je citerai simplement la perception de l'entrepreneuriat qui quand même a bougé dans la société, les projets émergents en ESS qui parfois bousculent une vision traditionnelle de l'ESS. Le numérique a beau n'être qu'un moyen, il change radicalement la vie des organisations. Les collectivités, avec la loi NOTRe, il y a peut-être le paysage qui s'est quelque peu clarifié, je dis quelque peu, il y a peut-être encore des marges de progrès par rapport à ça, et notamment, il y a l'ensemble de ces éléments-là nous permettent de dire qu'on est dans un monde qui bouge, il y a peut-être des lignes à faire bouger et on a la prétention d'apporter notre grain de sel par rapport à ces évolutions-là. Voilà. Fondes donne son grain de sel. Merci beaucoup Jean-Pierre Nedelec. On va faire comme au Festival de Cannes. Est-ce que vous voulez bien nous dire dans le micro, je déclare la web radio Radio Fondes ouverte? Écoutez, si vous le voulez bien, je déclare ce que vous venez de dire. Radio Fondes présente Sur le Grill, en direct du restaurant L'Entrecôte. Et oui, c'est une première, c'est une web radio qui naît aujourd'hui avec cette émission Sur le Grill, double émission en l'occurrence, deux émissions à suivre et avec d'abord deux invités qui nous accueillent, Thierry Rambaud, président d'Agapé Anjou, et Guillaume Fleury, administrateur de l'IRESA, partenaire privilégié évident de Fondes. Qui veut bien commencer? Peut-être Thierry Rambaud, nous dire où on se trouve, même si on a déjà une petite idée maintenant, et peut-être nous
nous raconter ce qu'est Agapé Anjou. Je vais proposer à tous celles et tous ceux qui viennent au micro d'être vraiment extrêmement proches, comme ça évitera l'effet cathédrale et l'effet Larsen. Merci de nous accueillir, Thierry Rambaud, ici. D'abord, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour. Et Agapé Anjou est une association qui est toute récente, puisqu'elle a été fondée il y a très peu de mois, puisque c'est en octobre 2016, d'une volonté commune de 4 associations et d'un fonds de dotation. Et elle est née en fait de toute l'histoire d'une association qui s'appelle le Comité français de secours aux enfants, qui voulait à tout prix sur Angers pouvoir proposer à des jeunes décrocheurs la possibilité d'apprendre en faisant. C'était notre maxime qui permettait à des jeunes qui avaient décroché du système scolaire de pouvoir faire avec des maîtres professionnels et avec ces maîtres professionnels retrouver le goût aux apprentissages et plus lointain pour le CFSE, le goût un peu à la vie. Et donc cette idée nous est née quand Ceausescu a fermé ses orphelinats en Roumanie et où on a été appelé à nous occuper des enfants des rues là-bas. Et on a ouvert à côté de l'aéroport de Bucarest une boulangerie apprenante. Avec une boulangerie apprenante. Avec des jeunes qui sortaient de la rue, en fait, des jeunes adolescents, jeunes adultes, et qui sont venus travailler avec des professionnels, faire du pain français pour les personnes qui travaillaient à l'aéroport à côté. Donc ils venaient chercher le sandwich le midi. Et ils disaient, mais vos sandwichs sont drôlement bons, votre pain est drôlement bon, vous êtes drôlement gentil. Et les jeunes le croyaient, et ils se sont mis debout comme ça, une estime de soi qui s'est restaurée, et c'est parti. Et donc en fait, on a bien réussi on a monté l'opération sur 5 ans en Roumanie. Après, on a été à Tanger, puis on a été au Togo, et puis le département des Deux-Sèvres nous a dit, mais si vous savez faire ça à l'étranger, venez donc le faire chez nous. Donc on a ouvert un restaurant à Parthenay. Et puis depuis longtemps, on espérait reproduire ce qu'on avait produit à Bucarest, ici sur Angers. C'est une belle histoire et je peux vous assurer, en tout cas pour avoir... ils sont partis jouer au foot, en l'occurrence une partie de l'équipe tout à l'heure. On a chauffé les micros avec eux et on a comme ça improvisé une petite interview. Ils sont super fiers d'être ici, ces jeunes. Eh bien, on est fiers je l'ai vu dans les yeux. Mais on est fiers de les accueillir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme dans l'économie sociale et solidaire, il y a toujours un échange, il y a une contribution-rétribution, et on apprend beaucoup avec eux. Et donc en fait, là, aujourd'hui, certains d'entre eux avaient plus d'1 an, 2 ans même de décrochage, et aujourd'hui, ils nous apprennent à bosser, quoi. Enfin, parce qu'ils en ont envie. Ils vous apprennent à bosser. Voilà. Elle est jolie, votre histoire. Guillaume Fleury, administrateur de l'IRESA, partenaire évident de Fondes, forcément. En quoi c'est important pour vous d'être partenaire de cet événement ce soir? Approchez-vous. Oui, ça va être mieux là. Alors, à l'IRESA, on travaille depuis maintenant quelques années à accélérer un petit peu et à construire un petit peu mieux notre travail autour de l'accompagnement. L'accélérateur de particules ESS. Voilà, c'est ça. C'est le travail qu'on a engagé depuis plusieurs années et qu'on développe. Sur l'ensemble du Maine-et-Loire, et donc on est ravis de pouvoir participer aux travaux de Fondes et puis de pouvoir les déployer aussi et de les faire résonner sur le département du Maine-et-Loire, puisque l'objectif c'est de concourir au développement de l'ESS, mais surtout de la création d'emplois sur les territoires et de la création d'activités. Donc les travaux qui sont menés dans ce cadre-là nous vont bien et on va essayer d'y participer. Et vous essayez d'y participer naturellement. Vous allez nous donner votre avis pour cette première émission. Un petit jingle, tiens. Radio Fondes présente Sur le Grill, en direct du restaurant L'Entrecôte. Est-ce que vous connaissez Confluence? Ça pourrait être le nom d'une radio. En réalité, c'est le nom d'un think tank éphémère qui a travaillé sur activité et posture à la fois. Comment se rencontre l'intention d'entreprendre et l'activité à vocation d'utilité sociale? Quelle définition le groupe de travail a-t-il effectué de ces notions? Quel compromis cela suppose? Et qu'est-ce que ça change? Très concrètement, je vous propose d'accueillir 4 autres invités en plus de Thierry Rambaud et Guillaume Fleury. On va accueillir Jean-Marc Froger. Jean-Marc Froger est ici. Vous avez le droit de l'applaudir parce qu'on est là pour passer un bon moment. Dirigeant de 2 entreprises adaptées, Saprena et Albizia, délégué régional de l'Union nationale des entreprises adaptées, président de la Fédération européenne des entreprises inclusives. Rien que ça, rien que ça. Bonjour et bienvenue, merci. Nathalie Buchot est également avec nous. Nathalie Buchot, responsable de recherche et développement à l'APAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés. Elle est présente sur la Sarthe et la Mayenne. Philippe Lebas dirige le cabinet Activea. Philippe Lebas.
Vous êtes tous mis dans le même quartier, en fait, c'est très bien. C'est très bien. Donc le dernier invité a quelques secondes pour courir et faire son entrée au même endroit. Philippe Lebas, merci d'être avec nous également. Dirigeant du cabinet Activia, vous êtes spécialiste de l'appui à la réflexion, notamment auprès de PME, et là précisément au sein du think tank Confluence, en mécénat de compétences. Et puis on va accueillir le directeur de Fondes, Grégoire Delru. Radio Fondes. Merci d'être avec nous, tous les 6. Même principe, vous vous approchez le plus possible du micro pour éviter l'effet Larsen. Si vous avez envie de faire comme à la radio, vous mettez un casque. Voilà. Pour les photos, ça sera très bien aussi, ça vous ira parfaitement. Bonjour Grégoire Delru, merci de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour. Et question très simple, c'est quoi Confluence? Ça vient d'où? Comment vous avez sélectionné, j'ai envie de dire, casté? Est-ce que vous avez fait un casting pour identifier les participants, les acteurs qui ont participé à Confluence? Alors, Confluence, c'est surtout l'idée de réunir des têtes de réseau d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et voilà, dès que le micro voudra bien se tenir. Voilà. De réunir des têtes de réseau de l'économie sociale et solidaire qui sont des têtes de réseau d'entreprises, j'insiste sur le mot, de l'économie sociale et solidaire, et avec elles d'essayer d'additionner nos forces pour regarder si nous avions quelque chose à faire en commun. Confluence, c'est donc l'Union régionale des SCOP, c'est l'Union nationale des entreprises adaptées, c'est l'Union nationale, la Fédération des entreprises d'insertion, en Pays de la Loire, et puis l'Union nationale des associations de tourisme. En Pays de la Loire, ça représente 300 entreprises, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 9000 salariés. C'est donc pour nous un acteur incontournable du projet économique du territoire régional. Parce que ces 4 réseaux sont dans des stratégies qui sont des stratégies entrepreneuriales et dans des stratégies concurrentielles. Ils l'ont déjà, cette stratégie entrepreneuriale. Philippe Lebas, à ma connaissance, vous êtes plutôt un spécialiste de la PME. J'ai lu sur votre site internet que vous étiez expert en pilotage du développement et du management des PME. Je n'ai pas l'impression que vous soyez expert en ESS à la base, mais peut-être que c'est le cas. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Alors déjà, l'ESS sont des PME, et il y a des très très belles PME. Voilà, donc, a priori, il n'y a pas d'incompatibilité déjà. Pour commencer à opposer PME et ESS, ça serait dommage, surtout pour le groupe de travail qu'on a. Ouais, mais vous pensez bien que vu le titre de votre premier atelier, j'étais obligé de passer par cette question. Ouais. Et le deuxième point, évidemment, ce sont des entreprises du territoire, généralement, qui sont bien ancrées dans le territoire, avec pas mal d'innovations, pas mal de création d'emplois. Donc forcément, à partir de là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement, vous? Dans l'ESS ou dans l'ESS et donc Confluence. Dans l'ESS, c'est l'apparition d'un modèle récent, d'un modèle innovant d'entreprise déjà, avec des personnes, évidemment, qui sont contraintes d'être expliquées sans arrêt ce qu'elles font, parce que souvent elles sont du coup sous statut associatif. Donc ça paraît pas naturel pour tout le monde, d'où la question sur les PME, d'où le groupe de travail Confluence, mais évidemment donc des PME à mon sens, qui innovent, qui créent de la richesse, qui créent de la valeur, au sens qui crée de la valeur au sens économique, pas que valeur sociale évidemment, puisque c'est leur finalité sont sociales, mais je parle bien de création de valeur économique. Donc évidemment c'est ça qui est attractif, parce qu'on va trouver pas mal d'innovations dont demain vont s'inspirer aussi pas mal d'autres entreprises. C'est quoi votre méthode à vous? Vous arrivez là au sein de Confluence, comment est-ce que vous préparez les 3 ateliers que vous avez animés? On l'a préparé déjà pas mal avec le Fondes en amont, avec quand même, c'est un cycle court, on mobilise quand même pas mal de personnes sur des formats soirées, avec un objectif qui est assez court, sur une question qui est quand même assez complexe, qui est de dire la posture entrepreneuriale en ESS. Déjà, ça pose des questions de posture, de définition d'entrepreneuriat, de périmètre de l'ESS, pas ESS. Donc la méthode, on l'a fait sous forme d'échange, avec d'emblée une question qui était toute simple, qui est de dire, selon tout le monde, qu'est-ce qui n'était pas entrepreneurial en réalité? En quoi ça... Alors l'entrepreneuriat en ESS, ça n'est pas. Et une fois de plus, on revient, d'où ma question de tout à l'heure, dans cette sempiternelle explication. Vous savez, l'ESS, ça n'est pas ça. Mais pourquoi est-ce que l'ESS se définit par défaut? Et pourquoi est-ce que vous commencez par cette question de la définition par défaut?
pour opposer à des démarches qui ne seraient pas entrepreneuriales. Il existe d'autres démarches, heureusement, dans notre société. D'autres gens se retrouvent à des postes de direction, de management, dans des institutions, mais aussi au sein d'associations, d'associations caritatives. Voilà. Il n'y a pas que des... Je suis aussi un peu opposé à cette vision actuelle où tout serait entrepreneuriat et tout le monde serait entrepreneur. Je ne crois pas. Il y a quand même des démarches scientifiques, on va le voir, des prises de risques, la question de l'aventure collective, la question de création d'emplois. Tout n'est pas entrepreneurial non plus. On peut avoir des idées entrepreneuriales. La question entrepreneuriale, c'est la question de l'entreprise. Et l'entreprise, ce n'est pas un fait banal ni commun, quoi. Deuxième atelier, un regard expert sur l'entrepreneuriat et l'utilité sociale. Et vous avez utilisé l'apport extérieur d'un expert comptable. Moi, j'aurais tendance à imaginer que c'est plutôt le rôle d'un économiste, d'un sociologue, d'un philosophe. Pourquoi un expert comptable ? Pour cette question toute simple, des contraintes économiques qui pèsent sur une entreprise, qui la définissent aussi dans ce sens-là, puisqu'on a souvent une lecture économique des entreprises, qui est souvent en opposition avec la lecture qu'on peut avoir, une lecture économique des associations. Donc là, c'est intéressant d'avoir son regard pour lui différencier, du coup, ces deux lectures-là. Qu'est-ce que vous avez retenu de son regard particulièrement ? Une appréciation... Et l'expert comptable, on peut peut-être le citer. C'est André Bernard. André Bernard, oui. André, je pense que là où je pense à un moment dans la méthode, on s'est appliqué à regarder des cas pour se positionner, dire ce qui, selon le groupe, relevait d'une posture entrepreneuriale ou non, donc d'une entreprise. C'est vrai que le regard d'André là-dessus était assez intéressant, parce que notamment sur les notions d'investissement, je pense qu'il avait un regard plus large qu'une vision un peu restreinte comptable d'un investissement au sens matériel, mais avait aussi un regard original sur la notion d'investissement, la notion de prise de risque, notamment collective par les individus. Donc, il a mis ça en exergue particulièrement, dans les notions de prise de risque. Et on va en parler dans les 4 degrés, justement, 4 propositions que fait Confluence dans un instant. Premier atelier en février, deuxième en avril, troisième fin mai, et le regard institutionnel dans tout cela, avec la participation de la DIRECT, du Conseil régional, de la DRJ SCS, la CRES, notamment ces acteurs institutionnels. Est-ce qu'ils avaient suivi le début de vos travaux et quel regard ils ont porté sur vos réflexions ? La question est peut-être plus pour Grégoire que pour moi à ce niveau-là. Oui, je veux bien y répondre. Oui. Ça nous paraissait essentiel. Alors, il faut revenir au début. L'idée de se dire, est-ce qu'on est capable d'avoir une réflexion sur utilité sociale et posture entrepreneuriale ? On a posé la question à des entrepreneurs. C'est ça, Confluence, au départ. Des entrepreneurs qui se mettent autour de la table sur cette question et qui travaillent avec l'appui de Philippe Lebas. Il faut le remercier. Philippe Lebas a fait ça en termes de mécénat de compétences. C'est du bénévolat, les choses comme elles sont. Et puis, une fois que ce travail a été abouti, on a voulu le confronter. Il faut le confronter au regard institutionnel d'abord de la CRES, puisqu'on parle de l'économie sociale et solidaire, et puis ensuite des partenaires qui sont souvent les principaux partenaires de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les acteurs publics. Parce que vous parliez tout à l'heure de la dimension comptable, mais on regarde sur l'entreprise qu'à travers sa prestation de services. L'entreprise de l'économie sociale et solidaire, elle a la particularité d'être dans une mixité de la ressource. Oui. Donc elle a une partie dans la prestation de services, elle a une partie dans le service rendu à la population à travers le partenariat qu'elle passe avec les pouvoirs publics. Donc regarder utilité sociale et posture entrepreneuriale sans interroger les pouvoirs publics ou la Chambre de l'économie sociale et solidaire nous paraissait impossible, mais il fallait qu'on le fasse à la sortie de notre réflexion. C'est de cette façon-là que nous avons travaillé. Et alors comment est-ce qu'elles ont réagi, ces institutions, quel regard elles portent sur ces travaux? Tout à l'heure, j'ai échangé avant la prise d'antenne avec quelqu'un et on disait c'est beaucoup plus tendance aujourd'hui de parler de posture entrepreneuriale, mais c'est finalement assez récent. C'est finalement assez récent, mais en même temps, je pense qu'il faudrait passer par les quatre points que nous avons sortis de nos travaux pour pouvoir répondre à ta question, parce que c'est sur ça qu'on réagit nos partenaires. Eh bien, on va y revenir. Voilà. On va y revenir dans un instant. Est-ce que c'est du management, etc. Jean-Marc Froger et Nathalie Buchot, d'abord, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces rencontres de Confluence? Est-ce que ça, selon vous, servait à quelque chose? Je m'excuse. Attention, on revoit l'image au ralenti. C'est Jean-Marc Froger qui a pointé le doigt d'abord. Ok. Donc, Confluence est né à travers un groupe de travail organisé par le Fondes. Et effectivement, au départ, il y avait un certain nombre de réseaux qui étaient là. Et déjà, rien que sur la sémantique,
On parlait de posture, d'autres de logique. Et il y avait quelque chose quand même, il y avait des questions qui se posaient. Alors on était tous d'accord qu'on avait une utilité sociale et qu'on était dans un système économique. De ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Par contre, effectivement, il y avait... c'est pas une découverte. Hein, c'était pas une dirigeant des AT. Des AT ou d'entreprises adaptées, encore plus, parce que l'entreprise adaptée a bien une finalité très entrepreneuriale. Parce que si on peut être une société commerciale en étant toute entreprise adaptée, et on assujettit à ce moment-là aux taxes et impôts de droit commun. Donc il n'y a pas beaucoup de différence. Par contre, on a une mission sociale qui est d'employer majoritairement des personnes en situation de handicap et de les faire monter en compétences. C'est bien là. Et aujourd'hui, on voit bien qu'à travers ma fenêtre va être l'entreprise adaptée, je ne parlerai pas pour les autres, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on réussisse notre projet économique pour remplir justement notre mission sociale. On a une mission sociale qui est d'employer, de créer des emplois, de monter des personnes en compétences et des personnes éloignées de l'emploi et qui ont une reconnaissance travailleur handicapé. Donc notre mission aujourd'hui, c'est bien de réussir cette mission économique pour pouvoir remplir au mieux notre mission sociale. Voilà. Et l'origine, justement, c'était sur le débat entre les fédérations d'insertion, entre d'autres réseaux qui étaient présents. Faites-nous vivre certains de ces débats-là. Qu'est-ce qui a posé Il y avait juste de la discussion plutôt sur de la sémantique, d'abord, dans un premier temps. Je crois que c'est plutôt ça. Et puis on s'est dit, pour aller plus loin, pour porter notre message, il faut qu'on soit clair aussi entre nous. Et c'est dans ce sens-là que Confluence... Sur quoi ? Sur le mot, sur ce que veut dire la posture entrepreneuriale, tout simplement. Nathalie Buchot, responsable de recherche, ça c'est votre métier, vous travaillez sur la façon dont les ESAT vont s'adapter demain et avec quel financement. Donc ce think tank est tombé à point nommé pour vous. Oui, c'est tout à fait ça. Le poste recherche et développement venait de se créer. Contact avec le salon Andy Market et invité par l'UNEA. Le salon Andy Market. Andy Market. Vous pouvez nous en dire un mot ? Le salon Andy Market, c'est un salon qui rassemble tous les ESAT, tous les EA, toutes les entreprises qui travaillent avec des personnes en situation de handicap et qui valorisent les produits, les services créés, réalisés par des personnes en situation de handicap. Donc voilà, donc on participe à ce salon, rencontre avec l'UNEA qui me propose de participer aux travaux de Confluence puisque le département recherche et développement, sa mission c'est de générer de nouvelles activités, enfin préparer les ESAT et les EA à la transition socio-économique qui est en cours, qui est en route et d'identifier en amont avec les entreprises clientes et les entreprises potentielles quelles sont leurs problématiques, leurs projets, leurs processus, pour qu'on prépare, qu'on forme de nouvelles compétences et puis avoir aussi de nouveaux matériaux, de nouvelles matières, de nouvelles machines pour être prêt, quoi. Il faut les rassurer, ces personnes, à cette transition. Ça ne doit pas se faire en un claquement de doigts. Il faut passer du vocabulaire à la posture, là, pour le coup. Oui, rassurer, c'est pas forcément rassurer, enfin moi, le département... au téléphone, vous m'avez dit, c'est pas facile toujours quand même. Non, mais... C'est forcément... Il y a une prise de conscience qui est faite. Moi, je suis arrivée à la page Sarthe-Mayenne, je dirais, le virage est dessiné, j'arrive... au début du virage, donc je participe à tourner le volant, on va dire. Bon, parfois. Et alors, peu de temps après. On tombe un peu dans le fossé, mais on reprend. C'est-à-dire, ça ressemble à quoi tomber dans le fossé Eh bien, en quoi c'est particulier parfois d'accompagner justement par exemple, hier, séminaire des cadres de la page avec le pôle travail, le pôle enfance, formation, scolarité, le pôle habitat. On a 3 pôles d'accompagnement dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et puis, la grosse question, c'était vous êtes trop économique, vous êtes trop entreprise, on vient créer une marque. Enfin, bon, La marque, c'est Calista, hein ? C'est ça. Ouais. Et alors là, chaque détail compte aussi pour accompagner la posture. Oui. Le cas assez commercial, vous me disiez, l'accent circonflexe qui rassure, peut-être rappelle justement cette vocation d'utilité sociale. Oui. Chaque détail compte. Oui, c'est ça, le cas qui représente la situation spécifique,
le cas avec ses 2 bras, avec l'envol. Enfin bon, il y a toute une démarche un peu marketing. Et puis Calista, qualité. Et alors, est-ce que ces réflexions auxquelles vous avez participé au sein de Confluence sont de nature justement à renforcer vos messages auprès des structures auprès desquelles vous intervenez? Oui, parce qu'au sein de la page, de dire, voilà, je participe à moi je dis pas think tank, un groupe de réflexion. Vous dites pas think tank, ça peut faire peur, ça. Non, parce qu'il ne faut pas me demander des tas d'explications. Un groupe de travail. Où on rassemble nos idées avec les différentes structures, que ce soit de l'entreprise adaptée, de l'entreprise insertion, du monde du handicap, de l'insertion, enfin toutes les entreprises, les entrepreneurs sociaux, comment on se situe entre être un établissement gestionnaire médico-social et puis la posture dans laquelle on est, nous, Pôle Travail, sur la posture entrepreneuriale. Et si on veut travailler avec les entreprises, si on veut être en amont avec les entreprises, il faut qu'on soit dans la même logique d'entreprise et se comprendre. On a les mêmes enjeux. On a un chiffre d'affaires à tenir, on a un résultat net. Financer des places, financer des salaires, d'encadrement, des formations, comme toutes les entreprises, trouver de nouveaux marchés. Voilà, exactement. Alors, ces travaux de Confluence ont mené à 4 propositions. Je me retourne vers vous à nouveau, Philippe Lebas. Première et 4e proposition, peut-être une activité continue de biens et ou de services. 4e proposition, un niveau minimum d'emploi rémunéré. Une activité continue de biens et de services, ça paraît évident. Pourquoi l'avoir? Une activité continue de production de biens et de services. De production de biens et de services. Déjà, il faut rappeler, je pense qu'on a fait un travail, vraiment, on a pris beaucoup de définitions qu'on a regardées, sur lesquelles le groupe s'est positionné. Voilà, et puis finalement, on s'est arrêté sur le fait qu'on n'allait pas réécrire une autre définition, déjà, ce qu'aurait pu... Oui, vous avez quand même eu cette humilité-là. Oui, de se dire quand même, bon, il y a eu quand même pas mal de gens à travailler dessus, on ne va pas faire comme si rien n'avait été fait, donc déjà on est parti de ça. Et puis, pour les besoins de ce qu'on devait produire, on s'est dit que finalement une définition était peut-être un peu enfermante, c'était le sens de la question, peut-être j'ai pas bien répondu au démarrage. Et on a plutôt retenu les travaux qui ont été conduits par des chercheurs dans un groupe de travail européen, mené par M. De Fourny. On a retenu les critères qu'on a adaptés nous, mais bon, on ne les a pas inventés. Donc je voudrais quand même rendre à M. De Fourny un peu... voilà, il y a quand même un peu de droit d'auteur sur ce qu'il raconte. Et donc l'un des premiers critères qui sont mis en avant pour la partie entrepreneuriale, il y a des critères qui ont été mis en avant pour la partie sociale, dimension sociale. Sur la partie entrepreneuriale, il y a noté une activité continue de production de biens et services, qui est finalement quelque chose d'assez simple si on parle d'une PME, parce que classiquement c'est bien ça, c'est on va monter d'abord une offre qui se destine à des clients, à des marchés. Alors là encore le vocabulaire comme toujours est à prendre... Voilà, dans avec son des contexte. Pincettes, marché, c'est pas des pincettes dans son contexte. Non, parce que sinon on va tout prendre avec des pincettes quoi, pour finir. Mais non, c'est pas avec des pincettes. Là, je pense que c'est dans son contexte. Une activité de production des services, ça signifie qu'on monte une entreprise aussi dans la durée. C'est pas un projet éphémère. L'entreprise ne meurt pas avec son projet. Elle monte une activité pour durer. Et pour durer, elle va mettre en place des investissements. Donc c'est ça que ça note derrière, c'est cet effort de structuration, d'organisation d'investissement. Et dans un lieu comme ça, ici, là, on en a une illustration. Jean-Marc Froget, un niveau minimum d'emploi rémunéré, ça c'est la 4e proposition. Sur quelle base on considère qu'on a atteint un minimum d'emploi rémunéré? Sur l'emploi rémunéré. Pour moi, l'emploi rémunéré... vous pouvez réagir sur la première aussi. Je voulais réagir, mais je l'ai réagi tout à l'heure. Sur l'emploi rémunéré, le minimum, c'est bien au moins un. L'auto-entrepreneur peut aussi avoir une posture entrepreneuriale, mais c'est au moins un. Mais lui, il est mis à l'écart. Comment? Non, il n'est pas mis à l'écart. Ce que je mettrais à l'écart, c'est plutôt les associations bénévoles, où là, effectivement, la production n'est pas rémunérée parce que c'est du bénévolat. Mais pour moi, on est moins dans une posture. On n'est pas dans une posture entrepreneuriale. La posture entrepreneuriale, c'est lorsqu'il y a un produit et qu'il y a une rémunération derrière. Et une association de bénévoles qui recrute ponctuellement. Si une association de bénévoles rémunère les personnes, ok, mais s'il ne rémunère pas, non.
On n'est pas dans une posture entrepreneuriale. La posture entrepreneuriale, ça veut dire qu'il y a une production, un service qui est rendu, et que derrière, il y a une rémunération qui est faite. Donc la quantité c'est pas une question de... C'est pas la quantité qui compte. C'est pas la quantité, mais bien évidemment que nos entreprises, alors l'entreprise adaptée qui plus est, mais aujourd'hui, son utilité sociale, c'est bien d'être créateur d'emplois. Donc la force sera bien supérieure si les structures, quel que soit le type de structure d'ailleurs, il ne faut pas que ce soit associatif, entrepreneur, c'est pas là que l'enjeu se joue, mais plus il y aura de l'emploi créé, plus la mission sera remplie. Mais est-ce que ça suffit d'être employeur pour avoir la posture entrepreneuriale ? Je pense qu'il le faut. Il le faut. Mais une personne seule peut déjà, c'est le début, c'est le démarrage. Mais la logique voudrait... Donc on peut inclure ces entreprises individuelles, ces auto-entrepreneurs dont vous parlez. Oui, ça me dérange pas. Ça vous dérange pas? Non. Vous vouliez réagir peut-être sur la première proposition? Sur le degré d'autonomie. Peut-être que vous... alors le degré d'autonomie, deuxième proposition, et on va faire un lien avec la troisième également, un degré élevé d'autonomie, ça c'est votre deuxième proposition, et la troisième, un niveau significatif de prise de risque économique. Ouais, alors l'autonomie. Je peux revenir sur l'autonomie. Qu'est-ce qu'on entend par là? L'autonomie, alors effectivement c'est l'autonomie financière, mais l'autonomie financière, elle peut apporter par rapport aux biens et aux produits que la structure remplit, et à la juste compensation que donne l'État ou des territoires pour compenser. Concernant les entreprises adaptées, finalement, c'est juste le respect du droit universel pour compenser les surcoûts d'exploitation ou le manque de productivité. Voilà, donc ça, c'est une partie. Mais derrière, je pense que dans le degré d'autonomie, c'est surtout ce qu'il faut prendre en compte, c'est la prise de décision. La prise de décision du dirigeant, la prise de décision en termes de politique qu'il va mener, soit sur du développement, la prise de décision qu'il va prendre des exemples pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Sur la stratégie. Par exemple, je vais prendre mon cas personnel. Ah bah allez-y. Voilà, ce sera le plus simple. Donc la mission que je me suis donnée, c'était être créateur d'emplois. Donc en 20 ans, on a créé 300 emplois, un peu plus de 300 emplois. Donc on a été créateur d'emplois. C'était vraiment une stratégie en disant, voilà, aujourd'hui, on a une mission en tant que mission d'entreprise adaptée, c'était être créateur d'emplois. Mais ça ne me dérange pas que l'entreprise adaptée d'un côté n'ait pas tout à fait cette stratégie ou cette politique. Elle peut créer moins d'emplois, elle peut monter des personnes en compétences, elle peut faire aussi... voilà, c'est vraiment... Là, la prise de décision... Il y a bien un choix stratégique. Il y a bien un choix stratégique, et ce n'est pas, à mon sens, à l'État de définir ce choix stratégique, mais bien aux dirigeants. L'État est là pour réguler, pour voir si le système fonctionne parfaitement bien, mais c'est bien aux dirigeants de prendre ces décisions. Et pour moi, c'est ça le degré d'autonomie. Thierry Rombaud, à quoi ça ressemble, vous, le degré d'autonomie chez vous, chez Agapé? Le degré d'autonomie en termes de... Il est à plusieurs niveaux, parce qu'on est un peu un ovni dans le champ de l'économie sociale et solidaire, mais parce qu'on intervient à la fois en tant qu'école reconnue par l'éducation nationale, et là, on est école privée technique hors contrat, et notre degré d'autonomie est quasi total, si ce n'est de respecter les programmes pour pouvoir répondre aux référentiels des examens. Ensuite, ça n'influe pas sur votre stratégie directement. Absolument pas, ouais. Et ensuite, sur le plan économique, en fait, on est très autonome, trop autonome même à la limite, parce qu'il nous faut à 70% créer la ressource pour pouvoir financer la formation. Et puis, on a une vraie aide qui nous laisse autonomes des collectivités territoriales qui viennent en appui, que ce soit le conseil régional, que ce soit ALDEF pour l'agglomération, où on propose notre projet, on donne nos orientations et on sent un vrai soutien, qui est à la fois un soutien économique, mais pas qu'économique. On sent bien que derrière, la politique qu'on développe, elle est soutenue. Et pour autant, vous êtes autonome. Et pour autant, on est autonome. Ça peut paraître étonnant. En fait, on n'est pas dépendant. Enfin, si on doit... Oui, c'est ça. Et je trouve qu'il y a une certaine vertu à cette autonomie semi-dépendante. C'est-à-dire que à la fois, on est autonome dans l'organisation de notre activité, dans le fait de produire une ressource pour pouvoir financer notre formation, mais en même temps, on a des comptes à rendre. Et je pense qu'on rejoint là un principe essentiel de l'économie sociale et solidaire, qui est la participation et le rendu compte
au financement par fonds privés ou par fonds publics. Guillaume Fleury pour l'IRESA et puis les éco-recycleries que vous représentez. Oui, alors je vais peut-être prendre cet exemple-là sur le degré d'autonomie. Pour moi, il est essentiel parce que c'est ce degré d'autonomie qui va contribuer aussi à la capacité d'innovation de la structure. Et derrière, la capacité, on reviendra avec la question sans doute qui viendra après, mais la capacité de faire des choix d'investissement qui vont aller vers du développement. Alors, la particularité de l'économie sociale et solidaire, on le voit dans beaucoup de structures, c'est de mêler, on l'a dit tout à l'heure, différents niveaux de ressources ou différentes missions auxquelles on répond. Il n'empêche que le degré d'autonomie il est intéressant, puisque si moi je prends l'exemple de la structure que je dirige, il y a des investissements, l'éco-sécurité des Mauges, tant en personnel qu'en choix d'investissement matériel. Il y a une prise de risque qui a été déterminée par le collectif d'associations qui gère cette structure et qui nous permet d'aller vers du développement et de pas rester... Concrètement, montrez-nous à quoi ça ressemble cette prise concrètement, de risque. les choix, alors je suis bien placé pour en parler, puisqu'on est passé d'un poste de direction de structure d'un mi-temps à un temps plein, donc sans forcément de financement au départ qui allait en face, donc avec pour l'objectif de développer une activité pour financer, ce poste. L'activité, c'est de la récupération d'objets issus du réemploi et la revente à prix modique en offrant un service aux populations. Donc vous avez fait un pari. Faible revenu. Donc il y a ce pari-là, puis là on transfère actuellement l'activité, donc c'est le pari aussi d'investir financièrement pour pouvoir développer l'activité et augmenter, développer nos activités. Donc ça, on est en capacité de le faire aujourd'hui parce qu'on a un chiffre d'affaires qui nous permet d'être autonome et de décider de ce développement. Ça veut dire, Philippe Lebac, un entrepreneur social, ça doit forcément être une sorte de tête brûlée à un moment ou à un autre sur la notion de prise de risque. Je pense pas, parce que qualifier entrepreneur de tête brûlée, du coup, ça remet en cause quand même sa responsabilité. Donc je pense que là, on vient bien de l'entendre dans les deux témoignages quand même. Il y a bien le souci, je vois, de dire, malgré le fait qu'on va avoir une prise de risque, et c'était un des critères qu'on a regardé, une prise de risque qui va nous amener à faire des décisions d'investissement matériel, des investissements humains, sans pour autant avoir la totalité des ressources en face d'assurer. C'est bien un équilibre entre je vais de l'avant, j'innove, je crée, et de l'autre côté, je prends mes responsabilités en gérant, en pensant, en estimant qu'on va y arriver collectivement. Et c'est là qu'on voit que tous ces critères ont été pris les uns séparément, peuvent être assez critiquables. En réalité, on a eu les débats. C'est le critère peut-être qui a suscité le plus de débats. Je sais pas s'il est peut-être... Emploi rémunéré, pas mal. Emploi rémunéré a suscité pas mal de débats, mais aussi quand même effectivement la prise de risque. On a pris un exemple d'un club sportif professionnel, donc ça c'était un exemple qu'on a beaucoup débattu. C'est un exemple à l'aveugle. C'est ça ? Ça fait partie des exemples à l'aveugle. Parlez-nous de ces exemples à l'aveugle. À la deuxième séance, on a décidé de retenir des critères pour les soumettre un peu à un test d'effort. Et pour les soumettre à un test d'effort, l'équipe du Fondes a préparé des cas. Alors des cas qu'on a, ce qu'on a essayé de déguiser quand même un peu pour pas mettre des structures trop sur le gris, mais quand même différents cas. Donc, notamment, on a pris un club sportif professionnel. Donc, ça évidemment, ça vient pas tout de suite. Évidemment, quand on prend des structures à forte utilité sociale, on a tout de suite moins de débats. Voilà, là déjà, on avait un débat sur l'utilité sociale pour commencer. Et puis après, sur le niveau, sur les critères, la prise de risque économique, étant donné que les structures étaient prêtées par des collectivités, que les équipements n'ont plus été donnés, on s'est posé même la question de la prise de risque économique. Donc les débats ont été assez forts sur ce cas. Jean-Marc Froger, Nathalie Buchot. Non, mais c'est vrai que on a survolé des cas tout à fait différents de l'économie sociale et solidaire, et il y avait débat. Vous avez été surpris parfois? Oui, parfois surpris, parce que oui, même des fois très surpris, parce que la notion d'entreprendre et la notion, alors c'est pas la notion d'utilité sociale où on n'a pas été. Ouais, ça c'est là, c'est assez bien cadré, mais c'est vraiment sur la, c'est bien sur la notion. C'est bien sur la notion entrepreneuriale, où là, on passe le côté club de sport, où, alors, par exemple, on a eu d'autres cas, par exemple le cas d'une crèche, où là, finalement, on a très vite compris qu'il y avait vraiment une notion entrepreneuriale, il y avait un service rendu, et là, d'emblée, on avait quelques questions, et puis finalement, on a très très vite compris, et c'était aussi l'intérêt de se réunir pour pouvoir avoir des cas différents et élargir le spectre. Nathalie Buchot, qu'est-ce qui vous a surpris, vous?
Ce qui m'a surprise, c'est qu'à un moment donné, j'y comprenais plus rien. Ah bon? Ah, enfin quelqu'un qui admet. On peut en perdre ses codes hein, sur la table. C'est vrai, c'était... à quel moment? On va revoir la scène. À quel moment? À plein de moments, même à plus comprendre mais pourquoi je suis là, les confluences ça sert à quoi, enfin j'étais un peu perdue. Et heureusement qu'il n'y a eu que 3 séances. Hein. Oui. Non, mais dites-nous, c'est important ce que vous nous dites là, c'est très bien. Des débats contradictoires, des débats qui devaient reposer sur des choses, des discussions anciennes. On sentait la culture, une culture sociale, historique, qui était en fin fond et qui remontait, et avec une culture entrepreneuriale qui se plongeait dedans. Ouais. Enfin, c'était un peu la marée, hein, ça fait vraiment ça. Et c'était bien d'avoir ces grilles, cette grille justement, et sur lesquelles on débattait vraiment sur les critères en fonction de situation. Un club sportif, un ESAT, une crèche avec des publics différents, avec de nombre de salariés différents, un club de foot... En quoi est-ce qu'ils sont véritablement différents d'une entreprise dite classique, ces exemples-là? Il y a la partie des bénévoles qui est là, qui apporte quand même une main-d'œuvre, du temps, des compétences. La partie comptable, certains sont non imposables, d'autres sont imposables. La partie démarchage commercial. Un club de sport qui va aller faire du sponsoring, la crèche qui va aller chercher des parents. Un ESAT qui va chercher des entreprises, mais de toute façon on est toujours dans une démarche d'aller chercher un client, quel qu'il soit, des clients totalement différents, des particuliers, des entreprises, d'autres c'était même des clients des associations, et du coup l'entrepreneuriat là-dedans il est tellement varié finalement. Même si il n'y a pas de recette, c'est une implication, faut y aller, faut tenter. Grégoire Delru, c'est vous Philippe qui avez construit ces personas, ces exemples? Non, c'est Séverine, elle est dans la salle là-bas derrière nous, c'est Séverine qui a construit les exemples, mais ce que dit Nathalie est majeur, l'idée principale qui était la nôtre, c'est de confronter. Donc si on était tous ressortis en se disant c'est parfait, on est tous d'accord, on n'aurait pas évolué. On a mis face à face, je vais les nommer, le directeur d'ADC Propreté, entreprise d'insertion, 160 salariés, puis le directeur d'une SCOP, la SNAT je crois. C'est deux mondes. C'est à la fois deux mondes d'entrepreneurs et deux mondes d'entrepreneurs qui entreprennent complètement différemment. Donc c'est cohérent. Quand on dit à ces deux personnes-là, regardez ce dossier-là, on ne vous dit pas ce que c'est. Est-ce qu'à votre avis c'est entrepreneurial? Parce qu'on le regarde à travers ses comptes, puis quand on ouvre la porte, on dit ah, c'était une crèche associative. Et vous avez considéré que c'était une entreprise. Voilà. Et voilà. Et donc c'est ça qui fait l'intérêt du truc. Ouais. Et c'est pour ça que moi je voudrais les remercier d'abord parce que c'est du boulot, tout le monde a donné du temps, c'était bienveillant. C'est pas facile et ça sort, me semble-t-il, un certain nombre de pistes ou de critères qui sont exploitables, autant pour une SCOP que un ESAT. Vous allez nous dire justement ce que vous allez en faire. D'abord, Guillaume Fleury et Thierry Ramboud, lors de ces réflexions, Confluence a mis en évidence l'intérêt de l'impact territorial plutôt que seulement l'utilité sociale. Qu'est-ce que ça vous inspire? En quoi est-ce que vous considérez que cette notion, cette définition est intéressante, et puis surtout, comment est-ce qu'on la mesure? Thierry Ramboud. L'impact territorial est assez simple pour nous, puisqu'en fait, vous avez une masse de jeunes décrocheurs sur un territoire qui ne vont pas trouver d'emploi, qui restent chez eux, qui nourrissent très certainement plus de projets, enfin qui nourrissent plus de projets. Ces jeunes qui viennent se former, qui reprennent goût au travail et qui prennent goût surtout au travail bien fait et au fait qu'ils soient capables de bien faire un travail et de mettre en valeur en fait leur talent. Enfin, je pense que pour le territoire, après, c'est un gain. Mais ça, c'est de l'utilité sociale d'abord. C'est d'abord ça le code habituel, le vocabulaire habituel. Est-ce que ça change pour vous de passer à la notion d'impact territorial?
Je pense qu'en fait, l'impact, nous, alors, le problème, c'est qu'on a 6 mois d'existence, donc c'est un peu compliqué de mesurer un impact, mais on peut très certainement se dire que un territoire qui n'a plus, qui a des jeunes qui ont repris goût à la vie citoyenne, il va y avoir un impact majeur. C'est-à-dire qu'ils réinvestissent les clubs de sport, ils réinvestissent les maisons de quartier. Enfin, voilà, ils font des bébés, ils utilisent les crèches. Enfin, bref, tout est raccord finalement dans vos travaux. Guillaume Fleury. Nous, on la mesure directement, puisque notre activité de base, c'est d'abord de réemployer des déchets qui devraient partir à l'enfouissement ou à l'incinération. Donc on le mesure là très concrètement, l'impact territorial de tous ces déchets qui ne vont pas ailleurs, qui sont réutilisés. C'est la création d'emplois qui est sur place en territoire rural et qui est peu, voire pas délocalisable. C'est une activité de service qui se met en place dans une commune de 900 habitants qui ramène 70 000 personnes par an dans cette commune. Donc ça crée aussi une dynamique. Voilà, question pour les entreprises qui sont à côté. Vous avez les réponses. C'est aussi comme ça qu'on conduit le projet. Donc, moi, dans l'échange, là, je vois que de temps en temps, on essaye d'opposer ou de savoir qui en est, qui en est pas. Nous, on n'a pas l'habitude d'opposer l'utilité sociale et l'impact territorial, puisque dans l'ESS, ça fait quand même partie des choses qu'on regarde, et toutes les structures de l'ESS résonnent avec cette notion d'impact territorial. Jean-Marc Froger. Il y a une notion qui est la responsabilité sociétale qui est à prendre en considération forte. Et l'impact territorial, ce que vient de me dire mon collègue d'à côté, c'est effectivement l'emploi, mais aussi l'économie développée sur son territoire. Et bien souvent, les entreprises de l'économie sociale sont implantées et leur économie se passe sur le territoire. Et c'est un élément fort. On n'a pas de multinationale dans l'économie sociale. On est bien implanté sur notre territoire. En fait, c'était un peu évident tout ça, mais à quoi ça va servir ? C'est quoi? Alors, allez-y, Nathalie Buchot, pendant ce temps-là, vous avez le temps de réfléchir. La page est adhérente au club ESS et on a organisé le salon de l'économie sociale et solidaire Local Impact en novembre 2017. Et avant d'organiser au Mans. Au Mans, au MM Arena. Au MM Arena, c'est ça. On a eu 800 visiteurs, on avait 40 stands, enfin, c'était un bel événement. Et quand on compte le nombre d'emplois, la masse salariale dégagée par les structures de l'ESS, rien que sur le pays du Mans, on sait qu'au Mans, c'est l'automobile et le BTP. L'ESS au Mans, ça représente autant que l'automobile et le BTP. En masse salariale. Donc en activité économique locale, ce sont des salaires qui sont réinvestis forcément dans des maisons, dans des écoles, dans des assurances, et c'est la dynamique locale, c'est ça l'impact territorial. Alors, elle a déjà presque répondu. Okay. C'est non mais tu as répondu complètement. Allez, on ferme c'est vraiment la dynamique territoriale qui est gagnante. C'est-à-dire que la création d'emplois, la création de richesses sur un territoire, pas l'économie sociale et solidaire, ça ne peut que tout le monde qui peut être gagnant. Est-ce que c'est important aussi pour les institutions? Pour les institutions, bien évidemment. En fait, c'était ma question. C'est évident. Ah oui, moi je pense que c'est très important. Sur l'ensemble des travaux, je vois deux enjeux. Un enjeu pour des structures qui, aujourd'hui, n'avaient pas forcément l'habitude de se dire qu'elles faisaient de l'entrepreneuriat, de dire qu'il y a une activité, qu'il y a des enjeux, qu'il y a des investissements, et puis peut-être dans certains cas de professionnaliser les pratiques. Et pour les institutions, les pouvoirs publics, au niveau national ou au niveau local, l'idée c'est de reconnaître aussi toute cette capacité d'innovation qu'a eu l'économie sociale et solidaire sur les territoires et de les reconnaître en tant qu'entrepreneurs. Pour prendre un exemple concret, nous on est sur un projet d'investissement. Quand je vais voir les structures qui soutiennent les associations, on me dit que je suis trop marchand, donc on ne va pas pouvoir me soutenir. Et quand je vais voir les structures qui accompagnent les entreprises, on me dit que je suis trop association et que c'est compliqué. Donc, finalement, on voit bien qu'on a à creuser et que l'utilité de ces travaux, c'est aussi de nous faire reconnaître sur des postures entrepreneuriales et de faire reconnaître les structures pour les compétences et l'impact qu'elles ont sur les territoires. Grégoire Delru, et puis ensuite, dernière question avant de terminer cette première émission. On est exactement au cœur du sujet. Le cœur du sujet historique de cette réflexion, c'est comment est-ce qu'on permet à l'économie sociale et solidaire de changer d'échelle si on ne lui donne pas les barreaux. Et le premier point des barreaux, c'est l'accès à la ressource.
Pour accéder à la ressource, aujourd'hui, on est sur une vision historique qui est marchande. Pour les comptables, les comptes 70 des classes 7, quoi, prestation de service, quoi. Alors qu'une partie de l'activité de l'économie sociale et solidaire est aussi dans le service rendu à la collectivité, au sens global du terme, pas au sens territorial ou juridique du terme. Donc si on ne fait pas ce lien-là, on ne mettra jamais le monde associatif en particulier dans des capacités de développement. Comment on fait pour le regarder autrement? On essaye de se dire, est-ce qu'il a une posture entrepreneuriale? Et quand il l'a, on appuie son développement, parce qu'effectivement, là, il y a de la capacité à avoir de l'impact sur le territoire, en emploi, en argent, en redistribution. C'est tout l'enjeu de notre discussion. Je rajoutais simplement qu'aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été prises sur le retour à un investissement. Le ROI est aujourd'hui mesuré et effectivement, à chaque fois, selon les types de structures, concernant les entreprises adaptées, c'est 1 pour 1. Lorsque l'État met 1, de toute façon, il y a 1 qui est parti. Je l'ai mesuré sur ma propre structure avec des cabinets extérieurs. Aujourd'hui, sur le territoire même où je suis implanté, c'est lorsque le territoire met 1, c'est déjà 0,90 d'emblée qui va gagner. Donc c'est du gagnant-gagnant, sans aucun problème. C'est du gagnant-gagnant. Certains se sont jamais croisés finalement chez Confluence. C'était ça aussi l'enjeu indirect, c'est de faire en sorte que les acteurs puissent rencontrer, se connaître. Ouais. Moi, c'était ma motivation première. C'est vrai. Bon, et puis accessoirement, ça a donné quand même des propositions très concrètes. Et ça, c'est ce qu'on retient, bien sûr, dans cette émission. À un moment ou à un autre, il faut expérimenter. Grégoire, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui, alors moi, je vais revenir à votre question de tout à l'heure, puisqu'on a fait le tour, c'est qu'en pensait les institutions. Et ben, on va les recevoir dans une seconde. Je ne vais pas parler pour elles, mais en l'occurrence, je pense qu'il y avait un accord sur les critères qu'on a sortis. Produire, c'est-à-dire avoir une offre, être autonome, c'est-à-dire prendre les décisions, créer de l'emploi et prendre des risques. Ça vaut et pour tout le monde. Donc aujourd'hui, l'enjeu, effectivement, c'est ce que vous dites, c'est la conclusion de notre discussion et je l'espère l'ouverture sur l'avenir. Il faut la mettre à l'épreuve du feu, donc il faut l'expérimenter et il faut aller voir sur un certain nombre de dossiers d'associations employeurs que nous considérerions comme dans une démarche entrepreneuriale. Si en les accompagnant avec des outils de développement économique, on arrive à appuyer le fait qu'elles maintiennent chez elles une activité qui est devenue solvable, alors que bien souvent, quand le monde associatif a solvabilisé une activité, c'est le monde des capitaux qui la reprend. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir participé à cette première émission. Si vous avez envie de faire se rejoindre vos deux mains, vous avez le droit. C'est tout à fait possible. Radio Fondes présente Sur le Grill, en direct du restaurant L'Entrecôte. C'est la première fois que Radio Fondes enregistre et vous propose ce contenu radiophonique que vous retrouverez bientôt sur le web. Les pouvoirs publics se parlent. Travaillent ensemble, contribuent au développement économique et à l'utilité sociale, je devrais dire à l'impact territorial, puisqu'on a dit que c'était les termes qu'il fallait utiliser désormais. L'impact territorial, comment font-ils les pouvoirs publics pour travailler ensemble depuis que la loi NOTRe est arrivée dans le jeu des acteurs? Est-ce qu'elle a modifié les relations? Qu'est-ce qui change dans les relations entre les acteurs de l'ESS et les pouvoirs publics? On va leur poser la question pour cette deuxième émission. Et je demande d'accueillir Paul Jeannetot, vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire. Philippe Lambert est également avec nous, directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations. Denis de Menton est directeur général de France Active. Jean-Baptiste Avrillier est directeur régional de la Direct. Jean-Pierre Bernheim, président de Aldev Angers Loire Développement, vice-président d'Angers Loire Métropole et président du MIN. Merci à tous les 5 d'être avec nous pour cette deuxième émission. Prenez place, mettez un casque si vous en avez envie, sinon bah voilà. En tout cas, parlez assez proche du micro si vous voulez bien. Paul Jeannetot, on va commencer avec vous, vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire. Vous êtes forcément directement impacté, vous, par la loi NOTRe en lien, et on va échanger avec Jean-Baptiste Avrillier qui représente l'État à ce sujet. Quel accueil vous avez effectué de cette loi? Qu'est-ce qu'elle a modifié pour vous? La loi NOTRe a modifié pas mal de choses. La loi NOTRe
précise les compétences, en particulier en termes de développement économique, entre les différentes collectivités. Alors la région était déjà chef de file en termes de développement économique, mais aujourd'hui la loi NOTRe précise bien que le développement économique, cette compétence se répartit entre les établissements publics de coopération intercommunale, pour prendre le terme un peu techno et administratif, c'est-à-dire les EPCI, c'est les COMCOM, les comités de communes, c'est les comités d'agglomération, c'est éventuellement la métropole. Dans la région, il y a une métropole, la métropole nantaise. Et puis, la région. Les départements ont perdu complètement les compétences développement éco. Et pour autant, on pourra peut-être en parler, mais je pense que du point de vue de l'économie sociale et solidaire, ils ont quand même un rôle à jouer. Mais aujourd'hui, les choses sont claires, parce que la loi NOTRe précise encore un peu plus ces choses en disant les EPCI, les intercommunalités, elles ont un rôle de développement économique, un rôle à jouer en termes de développement économique, mais un rôle essentiellement de proximité. C'est-à-dire c'est la relation quotidienne avec les chefs d'entreprise, c'est l'aménagement des zones d'activité, c'est faire en sorte qu'on réponde à leurs besoins en bâtiment, en bâtiment immobilier, enfin en bâtiment, c'est-à-dire en immobilier d'entreprise, etc. Et puis la région intervient lorsque on a besoin de financement ou d'accompagnement un peu plus complexe. C'est-à-dire quand l'immobilier prend une taille qui nécessite l'intervention d'une collectivité supra. On a des seuils d'investissement. Voilà, des seuils d'investissement plus importants. C'est quand on a des problèmes de recherche et de développement, lorsqu'on a des problèmes de financement, de participation au capital, de financement, voilà, d'internationalisation, d'innovation. Et là, la région prend toute sa place à côté des intercommunalités. Quand je dis à côté, c'est pas en silo, c'est à côté avec, en complémentarité des intercommunalités. Je suis en face de moi, Jean-Pierre Vernem, le président d'Aldev. On travaille toutes les semaines ensemble. On a des contacts plus que réguliers. C'est comme ça avec toutes les agglomérations et un certain nombre d'intercommunalités. Toutes les semaines, on a des contacts parce qu'il y a des sujets communs, des entreprises qui ont des projets. Et on les accompagne ensemble de façon, je vais dire, complémentaire et intelligente. Vous avez ouvert une porte, on va y revenir, je vous ai parlé des conseillers départementaux. En quoi c'est regrettable qu'ils aient perdu cette... Alors je ne dis pas que c'est regrettable qu'ils aient perdu la compétence développement économique, on peut en parler jusqu'à demain matin, c'est un débat. Non, rapidement. Le législateur, moi je ne dis pas que c'est un négatif, je dis simplement que les choses aujourd'hui sont peut-être plus claires. Et finalement, il y a deux niveaux d'intercommunalité, ou deux niveaux de collectivité, qui interviennent sur l'économie. C'est pas parce que les départements n'ont plus de compétences de développement économique qu'ils doivent s'en désintéresser de cette compétence. Et quand on parle d'économie sociale et solidaire... Enfin, en même temps, si on a le pouvoir d'action... Non, mais dans le mot économie sociale et solidaire, il y a économie, et puis il y a social et solidaire. Et la compétence des départements, aujourd'hui, elle est autour des solidarités, essentiellement. Pas que, mais essentiellement autour des solidarités. Et donc, je pense que, en termes d'aménagement de leur territoire, en termes de développement social, en termes de politique de solidarité, les départements peuvent avoir un rôle à jouer complémentaire par rapport aux intercommunalités et à la région sur les politiques de SS. Jean-Baptiste Avrillier, le point de vue de l'État et de la directe que vous représentez. Alors, pour nous, la loi NOTRe, inversement, pour l'État, la loi NOTRe n'a rien changé, en fait, en matière de développement économique, puisqu'elle n'a organisé aucun transfert de compétences du point de vue de l'État. En matière de développement économique, de toute façon, on a une relation privilégiée avec les conseils régionaux dans les différentes régions de France, les conseils régionaux dont le rôle a été affirmé et dont les compétences ont été précisées. Mais le rôle de l'État, on va dire, sur le territoire, notamment les services déconcentrés, reste le même, c'est essentiellement de mettre en œuvre la politique du gouvernement. Tant qu'il y aura un ministre de l'économie, il y aura des services déconcentrés en charge de l'économie qui seront chargés de décliner sa politique et de mettre en œuvre un certain nombre de priorités, parmi lesquelles figure le développement de l'économie sociale et solidaire. Jean-Pierre Bernaille, pour Aldev, le local de l'étape, en quoi ça a fait bouger les lignes, la loi NOTRe, pour vous? Alors ça fait forcément bouger les lignes, d'abord parce qu'il y a un interlocuteur de moins. Et du coup il faut qu'on recrée de nouveaux modes de fonctionnement. On avait l'habitude de travailler avec le comité d'expansion, on avait l'habitude de travailler à une échelle départementale. Aujourd'hui, par exemple, les liens structurels habituels avec les autres EPCI du territoire ne se sont pas recréés dans le champ économique. Donc, à la limite, oui, parce que les agglomérations comme celle d'Angers, comme celle de Cholet, comme celle de Saumur avaient l'habitude de travailler
sur les questions économiques. Mais si on prend maintenant des communautés de communes plus petites, comme celle des Mauges, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, où il y a 120 000 habitants, mais il y avait plusieurs communautés de communes qui déléguaient, je dirais, au comité d'expansion le travail économique. Et donc aujourd'hui, ils ne se sont pas positionnés. Donc voilà, il y a une difficulté aux limites proches. Mais par contre, avec la région, c'est beaucoup plus simple. Mais qui peut l'organiser Qui peut organiser cette synergie avec les territoires d'hier? Comme dans l'économie sociale et solidaire, l'envie des hommes de travailler ensemble. Et puis, quand même une précision. Ça suffit pas toujours. Hein. Bon, je crois que c'est quand même comme ça que ça marche. Parce que avec la région, des règles aussi, non? Avec la région, on pourrait nous dire vous êtes obligé de travailler avec la région. Mais si on nous dit vous êtes obligé de travailler avec la région, rien que de l'exprimer sous cette forme-là, il y a déjà un frein. Alors qu'en fait, non, on a envie de travailler au profit des entreprises du territoire avec la région et évidemment, à la limite, avec les EPCI locales. Paul Janto. Oui, et puis, en fait, comme le soulignait Jean-Pierre Bernheim, tous les départements dans l'ouest de la France, dans la région des Pays de la Loire, avaient des agences de développement, des comités d'expansion, appelez ça comme vous voulez. Et effectivement, comme ils ne pouvaient plus être financés par les départements, les agents de développement qui étaient dans ces structures-là se retrouvaient, pour certains, sans avenir. Mais la région des Pays de la Loire a fait un choix très fort, c'est de reprendre 15 développeurs économiques et de les mettre en département, de les positionner dans leur département d'origine, et non seulement dans leur département d'origine, mais territoire par territoire, c'est-à-dire intercommunalité par intercommunalité. Et donc, il y a 15 développeurs économiques qui font le lien entre les chefs d'entreprise, le terrain, les élus locaux et la région, et qui accompagnent à la fois les élus locaux dans leurs problématiques de développement économique, mais aussi les chefs d'entreprise dans leurs projets, pour faire la liaison, comme je l'ai dit, avec la région. Qu'est-ce que ça bouge? On a recréé un maillage territorial assez fin. Qu'est-ce que ça bougeait encore pour vous? Alors, je dirais que ça renforce sans doute l'obligation de proximité. Tel que le soulignait Paul Janto tout à l'heure, l'avantage de la réforme, alors je suis un peu comme Paul, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne? Je pense que quand on diminue les strates entre Bruxelles, l'Europe et puis le citoyen, ça ne peut aller que dans le bon sens. Donc cette réduction des strates fait que chacun doit se renforcer sa compétence, chacun dans son domaine. Et la proximité... Vous renforcez quoi, vous? Nous, on renforce la proximité. Tous les jours, on doit être plus proche des entreprises, qu'elles soient de l'économie sociale ou solidaire, ou qu'elles ne le soient pas. D'ailleurs, je dirais, moi, j'y fais moins de différence que ce que j'ai entendu dans votre première émission. Et on a cette obligation de la proximité et en même temps l'obligation de la simplicité, parce que l'interlocuteur complémentaire, il est plus loin, la région est plus loin du terrain. Donc c'est bien notre rôle à nous qui s'est écartelé. Philippe Lambert, pour la Caisse des dépôts, qui est un lien entre les acteurs publics et les grands réseaux associatifs dans France Active. Vous parvenez, vous, à cartographier l'évolution des relations entre les uns et les autres? Écoutez, je ne sais pas si on arrive à cartographier. Pour autant, moi, je pense que la loi NOTRe a eu pour mérite, au moins, de clarifier le qui fait quoi sur les collectivités. Il y a désormais l'échelon régional qui définit donc à travers son schéma régional, j'allais dire la stratégie, mais toutes les collectivités doivent se retrouver aussi leur utilité. On parlait des départements, je crois qu'en matière d'économie sociale et solidaire, quand on parle d'insertion, quand on parle aussi de tourisme, le département conserve effectivement une certaine compétence sur ses activités, et donc tout naturellement, il doit conserver aussi une vision sur ces sujets. Et puis les EPCI, on en a parlé longuement, mais je crois que le service de proximité que nous recherchons, parce que l'idée en fait de toutes les collectivités est d'aller au contact des porteurs de projets, les aider, les accompagner. Et donc toutes les structures, les collectivités, et on y reviendra tout à l'heure, Fondes bien sûr, avec des exemples très concrets, d'ailleurs on parlera de la fabrique à entreprendre. On parlera de la fabrique à entreprendre bien sûr, mais voilà, l'idée à chaque fois c'est quel est le rôle de chaque collectivité, de chaque structure, pour aller chercher là où ils sont les porteurs de projets et les accompagner au mieux. Denis de Menton pour France Active, directeur général, l'associatif de l'étape, dans quelle mesure ça
vos relations avec les pouvoirs publics, cette fois-ci à l'échelle nationale, ont évolué? Alors, à l'échelle nationale et locale, c'est assez paradoxal ce qui s'est passé avec la loi NOTRe, parce qu'on aurait pu imaginer, nous on est en contact côté pouvoir public avec l'État, avec l'Europe, avec les régions, avec les départements, avec les communes, donc à peu près avec tout le monde. Donc on pratique depuis très longtemps ce millefeuille, ce qui est appelé un millefeuille. Donc on aurait pu imaginer, voilà, on va perdre des interlocuteurs, on va perdre en souplesse si la région ne nous suit plus, puisque c'est devenu l'interlocuteur principal et central. Comment est-ce qu'on va faire? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'avant la loi NOTRe, on travaillait avec 26 régions. Alors on ne travaille plus qu'avec 13 régions, mais finalement ça reste 100% des régions. Donc de ce point de vue-là, ça n'a pas changé grand-chose pour nous. Ça reste 100% des régions, parce que vous ça avez, reste 100% vous avez des craint régions, de oui. ne pas travailler avec 100% des régions. Non, je dis ça, mais l'intérêt pour nous, c'est, dans ce que disait M. Janto, la clarification. La région est bien le chef de file sur le développement économique. Ça clarifie beaucoup de choses pour nous. Ça veut dire que quand on veut discuter, comme on le fait, de l'articulation entre des politiques publiques de cohésion sociale qui peuvent être portées par l'État, renforcées par l'Europe, on gère du Fonds social européen par exemple, et les politiques locales et régionales de développement, c'est bien avec la région que ça se discute. Du côté des agglomérations, des métropoles, là on va être plus dans l'ancrage local. Cette complémentarité entre l'échelon régional et l'échelon métropolitain clarifie aussi pas mal les choses. Mais des métropoles peuvent revendiquer certaines choses, avoir peut-être une attention particulière aussi. Alors une attention particulière, ce qui est intéressant pour nous, on en parlait tout à l'heure lors de l'Assemblée générale de Fondès, Pays de la Loire, c'est important pour nous, même si on a un chef de file qui est la région, de bien positionner notre action en fonction des besoins du territoire. Donc d'une métropole à l'autre, la commande, le contexte local, le contexte économique et social ne va pas être le même. Donc charge à nous, acteurs associatifs, de positionner ce qu'on sait faire et de faire des propositions qui s'intègrent bien dans les politiques locales. Alors les concepts, c'est très bien, et merci d'avoir éclairé effectivement nos lanternes par rapport à l'évolution qu'a constitué la mise en place de cette nouvelle loi. On va aussi prendre des exemples extrêmement concrets. Je vais vous proposer peut-être de réagir si vous le voulez bien. On va raconter l'histoire d'Étape Habitat, et je pose la question à l'Assemblée de savoir si la dirigeante, Madame Bouffengour, est parmi nous. Est-elle là? Ah ben elle est derrière moi, Madame. Alors, si je vous regarde pas... C'est juste que j'ai pas envie de me faire un tour de rein. Bonjour madame. Alors, s'il est orange, c'est qu'il est fermé. Voilà. Étape Habitat. Étape Habitat. Étape Habitat, accompagné par... Il fonctionne, je pense. On va envoyer une page de pub en attendant. Bonjour madame. Sinon, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez venir nous rejoindre sur le plateau. Il y a un micro jaune qui vous attend. Voilà. Et du coup, si vous nous rejoignez, le public va applaudir. C'est automatique. Merci d'être avec nous. Parlez-nous de Étape Habitat. C'est quoi et comment est-ce que vous avez été accompagné? Je donne d'ores et déjà la réponse par le biais de la Fabrique et Entreprendre. Voilà, Étape Habitat, c'est une société que j'ai créée en février, le 23 février. De cette année? De cette année, oui. C'est une société qui s'adresse à un public en précarité sociale, déficience mentale, et on intervient auprès de ces publics pour des interventions diverses autour du logement, l'aménagement, la remise en état, l'embellissement du logement, avec un accompagnement spécifique, avec la particularité du public qu'on touche. Vous travailliez auparavant dans une régie de quartier. Voilà, à la régie de quartier d'Angers. C'est ça. Qu'est-ce que ça a changé, la posture entrepreneuriale? Qu'est-ce que vous avez appris grâce au réseau d'accompagnement à la création d'entreprises regroupées sous le label de la Fabrique Entreprendre? Alors moi, je dirais que j'avais la chance d'avoir un poste avec de l'autonomie et voilà, une gestion de service qui était plutôt intéressante. Donc c'est vrai que la création d'entreprise aujourd'hui, c'est plutôt des responsabilités autres sur la gestion du personnel, tout ce qui est gestion un peu plus globale. Sur l'activité, je dirais pas que ça a changé grand-chose. Par contre, effectivement, avec l'accompagnement, ça m'a permis de voir un petit peu plus tout ce qu'il y avait à prendre en compte
toutes les contraintes. Et alors pour l'instant, tout va bien. Pas un poil de jeu. Pour l'instant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, tout à fait. Et s'il n'y avait pas eu de fabrique à entreprendre, qu'est-ce qui se serait passé pour vous ? Je pense que ça aurait été très compliqué pour moi. J'étais dès le début accompagnée. Vous dites ça parce que vous avez le directeur régional de la Caisse des dépôts face à vous. Ah ouais, peut-être. J'ai été accompagnée dès le début par l'ALDEV, en fait. Donc voilà, avec un soutien sur le projet et l'accompagnement. Et ensuite, effectivement, la boutique de gestion, le Fondes a participé aussi à cet accompagnement. Donc, notamment sur la garantie d'un prêt bancaire. La garantie d'un prêt bancaire. Et c'est là qu'entre en scène Khadija El Mokhtari de Fondes. Oui, donc on est intervenu dans le projet de Madame Boufengour avec de la garantie bancaire, la garantie FGIF qui est le fonds de garantie à l'initiative des femmes, et également un financement. Garantie jusqu'à 70%, je crois, du 70% d'un prêt, tout à fait dans la limite de 45 000 €. Le but étant d'éviter à ce que la créatrice ne mobilise des cautions personnelles, surtout que la banque ne prenne pas de caution personnelle dans le montage du prêt. Donc c'était le cas pour Madame Boufengour, la banque a joué le jeu. Et elle a également bénéficié d'un prêt à taux zéro dans le cadre de la fabrique, le prêt Oser entreprendre. Le prêt Oser entreprendre. C'est ça. C'est comme ça qu'on le nomme. Merci Madame Boufengour d'avoir été avec nous. Si vous voulez rester quelques instants, vous êtes là. Non, vous voulez retourner D'accord. C'est parce que vous avez des petits gâteaux vous, à table. On les a pas encore. Merci à vous. Bravo. Merci beaucoup. Le prêt Oser entreprendre, ça c'est, je dirais, l'une des actions innovantes qui émane d'un dispositif qui s'appelle la Fabrique à entreprendre, qui regroupe sous votre impulsion des réseaux de la création d'entreprises dans les quartiers prioritaires. Oui, alors tout d'abord, je voudrais dire que je n'ai pas obligé Madame à témoigner en faveur de la. Et on n'a même pas répété. Que les choses soient claires entre nous. Non, plus sérieusement, effectivement, on a développé depuis quelques années à la Caisse des dépôts le label Fabrique à entreprendre pour aller chercher en fait les talents. On a considéré que, en particulier dans les quartiers politiques de la ville, il y avait un vrai potentiel, mais qu'il fallait, pour le faire éclore, aller chercher les porteurs de projets, les créateurs chez eux. Et donc, la Fabrique à entreprendre est un dispositif visant à remettre en face les dispositifs existants. Nous n'avons rien créé de plus. Il fallait assurer le lien, le dialogue avec toutes, j'allais dire, les structures existantes, les moyens de garantie, les moyens financiers, les moyens de prêt, pour aller chercher les porteurs de projets et les accompagner. C'est tout. Mais ils travaillaient déjà ensemble, ces réseaux de la création d'entreprise. Ils travaillaient déjà ensemble, mais il fallait qu'ils travaillent ensemble sur les quartiers. Dans les quartiers, pour qu'ils soient clairement identifiés et que, en général, le porteur de projet, on va se dire les choses, quitte pas son quartier pour aller spontanément dans telle ou telle institution, aller voir si on va pouvoir le financer, aller voir si il va pouvoir obtenir la garantie. Là, il fallait que tous les dispositifs soient à sa disposition, à portée de main, je dirais, dans le quartier. Est-ce que, et puis Jean-Pierre Bernheim va pouvoir réagir, est-ce que les métropoles font un bon accueil de ce dispositif ? Oui, très clairement. Donc pour l'instant, il y en a deux ? Pour l'instant, il y en a deux dans la région Angers et Le Mans, dans la région Pays de la Loire. Nous avons bon espoir de développer un troisième dispositif sur Nantes, même s'il y a déjà un existant et Fondes est bien placé pour le savoir. Oui. Nous en parlerons sans aucun doute. Le dispositif Oser entreprendre. Le dispositif Oser entreprendre. Et puis La Roche-sur-Yon aussi est en train d'étudier ce dispositif. Jean-Pierre Bernheim, c'est du pain béni, ça, un dispositif comme ça qui zoome sur les quartiers politiques de la ville. C'est clair, quand on regarde la situation, que ce soit dans les quartiers prioritaires de la ville ou dans d'autres quartiers d'ailleurs, il y a un nombre incalculable de talents, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer, et il ne s'agit pas de créer des dispositifs, il s'agit de mettre à disposition des habitants ce qui existe. De renforcer, de faire en sorte que cette logique de proximité dont on parlait tout à l'heure, mais aussi une logique, je parle sous le contrôle de la Caisse des dépôts et consignations dont je connais un petit peu le vocabulaire, de désinstitutionnalisation aussi, de la démarche d'accompagnement. C'est à la fois désinstitutionnaliser, mais c'est aussi professionnaliser la démarche d'un certain nombre d'acteurs qui sont très souvent les uns à côté des autres et qui, tous ensemble, ont une démarche qui est complètement cohérente, qui rend service et qui génère au départ des activités qui ne verraient pas le jour
si ces différents acteurs ne se mettaient pas ensemble. Et ce qu'a fait l'agence de développement, évidemment en partenariat entre autres avec la Caisse des dépôts, mais pas seulement, c'est d'amener les acteurs à faire la proposition d'une organisation sur le territoire pour aider les créateurs. Et en même temps, nous, en tant qu'Angéloire Métropole, on met à disposition une personne qui assure simplement la cohérence des échanges entre ceux qui travaillent Précision, ensemble. et puis on va vous raconter Juste une deuxième histoire. précision également, la fabrique entreprendre, c'est aussi l'objectif de définir un réseau de fabriques entreprendre, de façon à ce que chacun puisse donner, j'allais dire, ses bons trucs et ses trucs et ficelles à un autre, ce qui a marché sur un territoire. C'est-à-dire qu'il y a une coopération entre un réseau, fabriques. et j'allais dire, France Active connaît bien les plus-values à un réseau qui puisse effectivement contribuer à favoriser telle fabrique entreprendre dans un autre territoire. Deuxième histoire, une belle histoire et un rebond réussi dans le champ de l'ESS avec Aden, et c'est Séverine Inkerman du Fondes qui nous en parle. Et non, et non, Philippe Libaud du Fondes. C'est Philippe Libaud. Ah, il y a des surprises dans cette émission, c'est très bien. Bonjour à vous. Bonjour. 29 équivalents temps plein sauvegardés avec cette belle histoire. On est à Noyant. Tout à fait, dans le nord-est du département de Maine-et-Loire. Ouais. C'est ça. Et racontez-nous, ça parle de quoi, c'est quoi le. Alors je vais déjà vous raconter que je vais très modestement vous expliquer un petit peu l'histoire de cette structure, parce que c'est pas moi qui ai effectivement assuré l'accompagnement de Aden, c'est Sarah Martin, qui est pas parmi nous ce soir, mais c'est elle qui a été la cheville ouvrière de ce. Elle écoutera l'émission en différé. Tout à fait. Donc on est sur une structure d'insertion par l'activité économique, effectivement implantée sur Noyant, qui portait traditionnellement une association intermédiaire et qui avait contribué il y a quelques années à la création d'un chantier qui avait quelques difficultés et du coup qui est revenu dans le giron de Aden. Et en fait, on sait que ces périodes soit de fusion, soit de dissociation sont toujours des périodes un peu difficiles, en tout cas particulières pour les structures. Et effectivement, Aden, sur l'exercice de la fusion, a eu quelques difficultés économiques qui sont traduites assez rapidement par des difficultés de trésorerie. Donc ils ont activé un certain nombre de ressources, en particulier auprès de la Directe, en particulier auprès de leurs partenaires bancaires. Et il y avait quand même le besoin, au-delà de solutions d'urgence de trésorerie, de creuser un petit peu et d'accompagner les perspectives de redressement économique, ce qui a été fait dans le cadre d'une sollicitation de l'outil DASES, donc dispositif d'appui aux structures de l'ESS. En difficulté. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un dispositif qui a été expérimenté dans le nord de la France par le réseau France Active dans le nord de la France et qui s'est déployé donc sur le territoire. Quelques chiffres, 10 000 euros par Pays de Loire solidaire, la CIFA, Société d'investissement de France Active, et puis 60 000 euros sur de garantie fonds entreprises solidaires sur le prêt bancaire. En fait, il y a eu deux étapes, effectivement. Une première étape plutôt de conseil, mais avec un petit prêt de trésorerie de court terme pour franchir l'étape, on va dire, la plus complexe et accompagner les dirigeants sur une prise de décision en matière d'organisation interne, en matière de développement commercial, pour se redonner des perspectives économiques. Et une fois que ça a été fait, effectivement, on est revenu dans le cadre d'autres outils de financement plus classiques à notre niveau pour sécuriser la trésorerie plus durablement. Jean-Baptiste Avrillier, merci beaucoup Philippe de cette intervention. Jean-Baptiste Avrillier, c'est une belle idée aussi que d'expérimenter, puis alors on parlait de coopération là, d'aller chercher dans le réseau France Active sur d'autres territoires, ce qui marche, le DASES. Oui, notamment. C'est vraiment une très belle initiative, au départ par le Fondes et le Conseil régional, et l'État participe également autour de la table. Moi, j'en parle d'autant plus que j'ai une autre casquette qui est commissaire en redressement productif, donc pour aider les structures en difficulté, quelle que soit leur forme juridique. Et effectivement, ce dispositif est assez unique, il est très précieux quand on a une structure, qu'elle soit associative ou enfin, de l'ASS en général, qui a des difficultés financières ou d'autres types de difficultés qui peuvent être d'organisation, de gouvernance, etc. C'est d'abord un dispositif d'accompagnement, vraiment. C'est pas un dispositif de financement, c'est un dispositif d'accompagnement. On va mettre en place des conseils, des bons conseils, après une première phase de diagnostic qui est faite par Fondes
souvent avec beaucoup de pertinence, sur les leviers pour redresser la structure, pour l'aider à rebondir et mettre toutes les chances du côté de cette structure pour qu'elle pérennise ses emplois, voire qu'elle reprenne une trajectoire de développement. Vous essaimez, vous en parlez, vous en faites la promotion de ce type. C'est votre rôle aussi, ça? Oui, tout à fait. Alors, on en a fait une promotion récemment lors d'une réunion nationale des commissaires au redressement productif. Donc vous voyez, on a prêché la bonne parole. Mais je crois que Fondes est aussi, France Active, pardon. Le réseau France Active est très actif pour promouvoir ça dans les autres régions également. Denis de Menton, c'est vrai que le rôle de France Active, c'est aussi le conseil. Alors oui, nous on dit que notre métier, alors on est très identifié comme financeur, hein, forcément, on a nos sociétés financeurs. Là, vous avez parlé de la société d'investissement France Active, j'en dirai un petit mot. On a la société de garantie, donc voilà, on est très clairement identifié comme ça. Pour autant, notre offre, l'offre qui est déployée par Fondes Pays de la Loire, c'est une offre qui a 3 volets. L'offre de financement, on la connaît. L'offre de conseil, on ne fait pas de financement sans conseil, surtout sur des situations délicates comme celle-là. Et parfois, le conseil, on ne le fait pas nous-mêmes. Hein. On a parlé de la fabrique tout à l'heure. Le sujet, c'est pas de tout faire. Le sujet, c'est bien de travailler en réseau avec les compétences complémentaires. Puis, il y a un troisième volet à notre offre qui est moins sensible, peut-être plus difficile à décrire, mais qui est celui de la mise en réseau. Mais qui est aussi très importante. Quand Madame tout à l'heure parlait de son entreprise, la création d'une entreprise, on est parfois un peu seul. Le sujet pour nous, c'est de faire en sorte que du lien se crée avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres types de réseaux, d'autres types de compétences. Et c'est bien ces 3 éléments-là qui font une offre complète et qui donnent la durabilité des entreprises. Un mot sur la CIFA, parce qu'effectivement, c'est pas encore très identifié, cette société d'investissement de France Active. Alors un peu plus en Pays de la Loire quand même. C'est très identifié chez moi. C'est pas forcément acteurs très visible par les porteurs de vous. projet parce que l'entrepreneur qui a été accompagné. Il faut me rassurer que ça soit identifié chez vous. Qu'est-ce qu'il a eu? Non, puis vous allez voir, c'est de plus en plus identifié par des épargnants et des investisseurs privés. C'est aussi ça qui nous intéresse. L'entrepreneur, lui, ce qu'il sait, c'est qu'il a besoin de 10 000 euros, 20 000 euros, jusqu'à 1,5 million parfois sur la CIFA. Et donc on va lui apporter ce ne sont que des bouteilles qu'on débouche, hein, rassurez-vous. C'est la bonne nouvelle, vous allez voir, de la CIFA. Ça veut dire qu'il va falloir accélérer l'émission. Donc effectivement, c'est pas forcément le mécanisme qui lui apporte ces financements qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, la CIFA? C'est qu'en fait, c'est un investisseur privé. Alors à l'origine, on avait la Caisse des dépôts, comme beaucoup de choses qu'a monté France Active. On avait quelques investisseurs privés de l'économie sociale. Aujourd'hui, c'est 180 millions d'euros de capital. C'est 30 millions d'euros collectés uniquement sur les 5 premiers mois de l'année, donc une capacité d'investissement d'origine privée considérable sur l'économie sociale et solidaire. Et quand une région, une agglomération travaille avec le réseau France Active, c'est aussi l'accès à cette capacité d'investissement privé qui lui est apportée. Merci. Troisième histoire, on va parler de l'atelier Mamet. Et en l'occurrence, je vais proposer à nouveau à Khadija El Mokhtari de Fondes de nous dire un mot sur cette reprise d'entreprise en milieu rural. On est à Saint-Clément-des-Levées. Il s'agit d'une reprise d'entreprise dans la communauté d'agglomération de Saumur-Val-de-Loire. Venez donc vous installer avec nous, comme ça vous savez ce qu'on va faire. L'atelier Mamet, c'est une entreprise qui a été créée en 1974 et les cédants ont fait valoir leurs droits à la retraite et Madame Mélène Varenne a souhaité reprendre cette entreprise il y a 2 ans, 2015. Pour ça, elle a été accompagnée par le CRA, suivi une formation CRA et Chambre de commerce. Cédant repreneur de fer. C'est ça. Donc, a réussi à identifier cette entreprise qui l'intéressait, puisque Madame Varenne a une expérience dans le prêt-à-porter, a été directrice communication marketing dans le prêt-à-porter haut de gamme et s'est dirigée naturellement vers cette entreprise. Et donc, elle a été accompagnée, donc Chambre de commerce, CRA, son expert comptable et également Initiative Anjou, comité d'expansion, aujourd'hui Initiative Anjou, qui l'ont accompagné, financé et par l'intermédiaire de Fondes, a bénéficié de la garantie AEGIF. Le fonds de garantie de l'initiative des femmes pour un prêt de 75 000 euros. C'est ça, 75 000 euros. J'ai dit ça au pif, hein, oui, comme ça. Ouais, c'est bon. Ouais, j'aurais pu tomber à côté. On peut dire aussi peut-être que l'atelier Mamet a obtenu le prix reprise du concours de la Chambre de commerce. C'est ça, reprise. Espoir de l'économie. Espoir de l'économie, donc dans le cadre de la grande aventure portée par la Chambre de commerce.
différent mais pas à part, hein, c'est ce qu'on dit souvent chez France Active. C'est un réseau de France Active qui accompagne la reprise d'une entreprise classique et même jusqu'au point d'obtenir un prix Chambre de commerce. Qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe Jantot, notamment dans le fait d'intervenir... Paul Jantot, dans le fait d'intervenir en milieu rural? Ça m'inspire beaucoup de choses. D'abord, ça pose la question de la transmission d'entreprise. Et ça, c'est un vrai sujet pour différentes raisons. D'abord parce que quand on transmet une entreprise, c'est un transfert, c'est une transmission de compétences et de savoir-faire. Et puis, particulièrement en milieu rural, mais c'est vrai aussi dans les quartiers de nos villes, et c'est vrai en ville, on dit toujours le milieu rural, mais c'est aussi l'animation économique d'un secteur donné qui périclite si la transmission ne se passe pas bien et si ça aboutit à une fermeture. Donc il y a des enjeux très forts en termes de transmission d'entreprise. Et donc dans le cas particulier, le Fondes intervient, moi ça me va très très bien. La région est sensible à cette problématique-là puisqu'on a mis en place un dispositif d'accompagnement justement sur la transmission reprise, particulièrement pour les TPE, et ciblé là du coup en milieu rural parce qu'il y a quand même un peu plus de difficultés en milieu rural que dans d'autres secteurs de la région. Mais vraiment, ce sont des problématiques fortes sur lesquelles on doit être très très attentif. Alors, je n'aurais pas cité de chiffres comme ça à l'hurlure, mais il me semble que dans les 10 années qui viennent, c'est 700 ou 800 000 entreprises qui devraient changer de main. Donc vous voyez les enjeux que ça représente, évidemment au niveau national, hein, mais vous voyez que les enjeux que ça représente en termes d'emploi, en termes d'activité économique, en termes de compétences et de savoir-faire. Donc voilà, il y a des enjeux très très forts et là-dessus, on doit être tous attentifs. Et c'est vraiment, j'ai entendu la problématique de réseau et être soulevé à plusieurs reprises, mais c'est vrai que autour du chef d'entreprise, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent. Le tout, c'est de les mobiliser au bon moment et de les mobiliser de façon complémentaire. C'est aussi un enjeu fort pour France Active de privilégier, de s'affairer autour de la cession reprise d'entreprise. Oui, bien sûr, on sait, mais M. Jantot vient de le dire, ce sont des milliers d'entreprises qui risquent de disparaître si elles ne trouvent pas de repreneur. Alors, on a des cas assez simples de petites entreprises, il suffit de trouver la bonne personne au bon moment pour que finalement on ne soit pas obligé de repartir complètement à zéro. C'est majeur pour les territoires ruraux. Et puis on a des cas aussi dans l'économie sociale d'entreprises en difficulté ou dont les patrons partent à la retraite et qui peuvent être repris par les salariés. Donc ça, ce sont des formes très solides de reprise qu'on aime bien accompagner aussi parce qu'elles créent du collectif. Je voudrais juste un petit mot sur la garantie parce qu'on en a parlé. La garantie, c'est un outil alors qu'on a créé avec France Active Garantie, encore une fois avec la Caisse des dépôts il y a quelques années, qui a un levier considérable et qui est aujourd'hui une manière d'intervenir et de faire converger des financements privés de manière massive à partir de financements publics, somme toute assez réduits. Le FGIF, c'est effectivement une manière d'aller chercher des banques sur des projets qu'elles n'auraient pas forcément pris de prime abord. On a des effets de levier de 1 à 5 et une bonne nouvelle, grâce à un soutien de l'État et au soutien constant des régions, on a créé il y a un mois de cela une garantie quartier politique de la ville, on l'appelle Super Garantie, qui nous permet, c'est marketing, on n'est pas forcément complètement au point pour l'instant, mais elle marche bien, c'est-à-dire qu'on s'est dit sur ce public-là, et en discutant avec nos partenaires bancaires, sur ces territoires-là qui sont un peu enclavés, un peu en difficulté, on a objectivement un vrai problème d'accès au crédit bancaire. Porter à 80% la quotité de garantie et exclure les cautions personnelles doit nous permettre d'aller chercher ces projets-là, ces talents dont vous parliez tout à l'heure. Super Garantie en lien avec Super CDC. Sans aucun doute. Non, je voulais revenir sur la reprise, transmission d'entreprise, pour faire une petite page de publicité, enfin que ça donc comme dans toute radio. Hein, allez-y. Paul l'a vous voulez un jingle pub on peut mettre un jingle, mais Paul l'a rapidement évoqué effectivement. Nous avons créé il y a quelques mois un fonds de prêt d'honneur pour faciliter effectivement la reprise, création d'entreprises. On parlait tout à l'heure du rôle de chaque collectivité. Je crois que la mise à disposition de ce fonds peut faciliter effectivement, de la part des EPCV, du département également, la recherche en fait de structures entrepreneuriales qui doivent se transmettre. Et ce fonds est là pour ça. Page de pub fermée. Page de pub fermée. Je rajouterai un jingle au montage si vous voulez. Jean-Pierre Benheim pour réagir sur peut-être la garantie. Non, je ne suis pas sur l'aspect de la garantie parce que, j'allais dire, en tant que collectivité... Vous avez déjà voté pour. Non, c'est pas tout à fait ça. Le rôle de la collectivité territoriale dans la proximité, c'est de retrouver les entreprises et de trouver les entreprises qui doivent être reprises.
Et je dirais la reprise, ça devrait être une cause nationale. On a aujourd'hui sur ce territoire... Ça le devient, on en parle de plus en plus. On a 18 000 entreprises. Avant que l'on soit capable, par de la création ou par de l'implantation exogène, l'activité économique qui sont créées par ces 18 000 entreprises, il y a une masse d'énergie colossale. Et donc, les cédants doivent être aidés autant que les repreneurs. Et il est important de faire en sorte que dans le tissu local, on trouve un moyen que les gens s'expriment. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de réseau où les besoins de reprise sont exprimés. Et ça, c'est un gros défaut, mais qui est humain. Il n'y a pas de réseau où les besoins de reprise sont exprimés. Il y en a un petit, ça passe par les experts comptables, mais ils sont tenus par le secret professionnel. On a les banquiers sont tenus par le secret professionnel. Donc on a un vrai souci collectif. Et je voudrais juste ajouter un élément que je trouve intéressant sur une reprise. Avant une reprise, il y a toujours eu souvent une phase où l'entreprise a végété parce que son patron... Parce que le dirigeant s'est questionné. Il croit un peu moins, il pense à autre chose. C'est pas toujours vrai. Hein. Je porte surtout pas de jugement de valeur sur les individus. C'est quand même très fréquent. Mais la reprise, elle se crée toujours par de nouveaux investissements, un nouveau dynamisme, de nouveaux marchés, de nouvelles embauches. C'est quasiment généralisé. Grande cause nationale, la reprise d'entreprise, Jean-Baptiste Avrilier? C'est une grande cause nationale. Ça fait déjà plusieurs années que le sujet a été clairement identifié et qu'il y a une mobilisation nationale du fait de l'impact et des chiffres qu'on a cités tout à l'heure. Donc il y a un impact économique très important. Et là-dessus, en fait, il y a effectivement deux sujets qui ressortent comme des priorités absolues par rapport à ce que disait Jean-Pierre Bernheim. Effectivement, c'est de l'accompagnement des cédants, c'est-à-dire préparer le terrain dans une entreprise dont on pense qu'elle va bientôt être confrontée à un enjeu de transmission, ne serait-ce parfois que par l'âge du dirigeant, mais de préparer le terrain sur une entreprise pour favoriser l'arrivée d'un repreneur. Et après, il y a des réseaux qui font le travail d'accompagnement des repreneurs, comme ça a été le cas sur l'exemple qu'on a cité, et notamment Fondes fait ça très bien aux côtés d'autres réseaux. Mais il faut accompagner les cédants, les détecter, et pour faire ça, on a besoin de créer, ça c'est le rôle des puissances publiques, de créer un travail en réseau entre l'ensemble des acteurs, pour avoir des gens de proximité, que ce soit les chambres consulaires, les fédérations professionnelles, les réseaux d'accompagnement. On a besoin, ça veut dire vous lancez un appel ou ça existe déjà? C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. On peut encore aller plus loin. Donc effectivement, ce réseau, on est en train de le construire. D'accord. Sorti c'est déjà sorti, puisque ça a été matérialisé par une charte régionale déjà au début de l'année. Oui, Jean-Pierre Bernheim. Par rapport à ce qu'il vient d'être dit, c'est que le cédant, il vend d'abord, il cède de l'émotionnel. Ah oui. Il cède sa vie pour la plupart des entreprises qui sont cédées. Et sa vie, ça n'a pas de prix. Or, l'acquéreur, lui, il achète un potentiel futur, appelez ça comme vous voulez, quel que soit le type d'économie dans lequel on se situe. Et donc, il y a un fossé, et tout ce travail qui est à faire, de rapprochement, c'est pour passer de l'affectif à, je dirais, aux logiques. Il nous reste exactement 5 minutes pour conclure cette émission. Je voudrais peut-être qu'on termine par une dernière histoire, un clin d'œil d'ailleurs à l'émission précédente avec Séverine Inkerman, cette fois-ci, avec le micro, vous l'avez. Cette fois-ci, c'est bien moi. Cette fois-ci, c'est bien vous. Vous allez nous parler d'un projet de développement dans l'ESS. La structure s'appelle Afodil et on est ici, on est à Angers. Oui, on est à Angers avec beaucoup de partenaires qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui dans la salle. Afodil, c'est une structure de formation qui porte notamment une auto-école et qui a été retenue dans le cadre de la plateforme mobilité départementale, dans lequel on va retrouver l'Europe, dans lequel on va retrouver ADEV, dans lequel on va retrouver aussi Cholet, dans lequel on va retrouver le conseil départemental. Donc tous ces acteurs-là se sont mis autour de la table pour porter ce projet de développement et l'association a été retenue dans le cadre de l'appel à projet. Donc c'était un gros développement pour elle, qu'on a accompagné de différentes façons, notamment dans le cadre du conseil. Quand on mobilise des fonds européens, notamment, ça demande des outils de pilotage qui sont à mettre en œuvre, qui sont assez importants et qui peuvent être assez conséquents pour une association. On a mis en place une garantie, puisque la banque finançait de la trésorerie sur des fonds européens
Des fois, elle n'aime pas trop ça, hein, donc voilà, une garantie, c'est même un peu pas de le dire. Donc voilà, on a mis en place une garantie, on a mis en place un prêt. Donc on est vraiment là sur une chaîne de l'accompagnement qui se met en place. Près de 20 000 euros à 0%. Voilà, oui, on est vraiment sur un... La garantie sur un prêt de 30 000 euros. Voilà. Et ça a concerné 14 emplois. Oui, et avec des créations d'emplois. 14 équivalents temps plein et demi, voilà, je vais le dire comme ça. Sur 2 territoires, donc Angers et Cholet. Plus quand même, quand on parle de mobilité, l'accès aussi à de l'emploi de personnes qui sont demandeurs d'emploi, qui sont en difficulté d'insertion professionnelle et qui vont, par le biais de la plateforme mobilité, pouvoir demain accéder à leur futur emploi. Merci Séverine Inkerman de Fondes pour de nous avoir raconté cette belle histoire. C'était un clin d'œil, vous l'avez compris, à la première émission. On a commencé par cette question de la posture entrepreneuriale. Quel est votre avis sur ce qu'ont échangé, ce sur quoi ont échangé les invités précédents, Jean-Pierre Bernheim? D'abord, sur l'expérience de la plateforme mobilité, je trouve qu'il, là encore, sur le plan humain, il ne faut pas qu'on oublie que c'est souvent la première victoire d'un jeune, ça peut être la première victoire d'une personne qui gagne un diplôme qu'elle n'a jamais eu de toute sa vie. Et cet élément de transformation de la personne par cette première victoire sur elle-même et sur les autres est absolument essentiel. Et puis sur quel enjeu que constitue la mobilité? Au-delà de l'enjeu que constitue le fait de pouvoir se déplacer pour aller travailler, etc. C'est aussi un enjeu vis-à-vis d'elle-même. Ça tombe d'autant mieux qu'une étude toute récente, là, qui est sortie il y a quelques jours, montre que de moins en moins de jeunes osent passer le permis de conduire. Donc ça veut dire qu'il va falloir de plus en plus les encourager. Oui, et puis quand on voit ce qui nous est arrivé il y a quelque temps, c'est qu'un jeune de quartier avait un CDI à Durtal, et que parce qu'il n'osait pas sortir de son quartier, il a refusé le CDI à Durtal, et à un moment donné, le bras vous entend. Et puis on se dit, c'est ça la vie, c'est ça qu'on a à gagner dans le rapport avec eux. Alors, pour l'économie sociale et solidaire de façon globale, par rapport à la première émission, moi, ce qui me paraît important, c'est de ne pas chercher à classifier les initiatives suivant qu'elles soient sociales, pas sociales. Parce que quand on crée... Moi j'ai travaillé dans la filiale d'un groupe international coté en bourse. Je pourrais dire, ça y est, je suis un affreux jojo. J'ai été membre de son comité de direction. On a créé des emplois. On en a créé en France, on en a créé à l'étranger. Je ne sais pas si ces créations d'emplois, elles sont meilleures ou moins bonnes que d'autres. Le deuxième aspect, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, on a aussi une aptitude qui est plus forte que dans l'économie, je qualifierais traditionnelle, c'est d'accueillir des personnes qui ont un manque quelque part dans leurs aptitudes. Et ça c'est fondamental. Et le rôle des collectivités territoriales, c'est de réussir à trouver le moyen de compenser pour l'entreprise sociale et solidaire cet aspect que l'entreprise accepte des personnes qui sont moins qualifiées, mais le mot qualifié ne me plaît pas, qui ont quelques aptitudes que n'ont pas qu'ont les autres. Voilà. Paul Gento, réaction sur l'émission précédente, sur l'enjeu de posture entrepreneuriale. Il y a une phrase qui a été prononcée par Jean-Marc Froger qui a dit il faut réussir ses missions économiques pour réussir ses missions sociales. Et moi, je partage pleinement cette vision-là des choses. Dans le cadre de la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire qu'on a adoptée au Conseil régional en fin d'année 2016, on met plusieurs choses en avant, et notamment le fait qu'il faut qu'on arrive à professionnaliser encore, de façon générale, c'est macroéconomique ce que je dis, mais professionnaliser l'économie sociale et solidaire pour que justement cette économie puisse créer de la valeur ajoutée pour remplir cette mission solidaire et sociale. On ne peut pas le faire s'il n'y a pas de valeur ajoutée créée. Et c'est pour ça que la région des Pays de la Loire a décidé d'ouvrir ces dispositifs d'accompagnement classiques à l'économie sociale et solidaire, en reconnaissant l'économie sociale et solidaire comme une part importante de l'économie tout court, pour faire en sorte que justement on puisse lui donner les moyens de se développer
et donc de créer de l'emploi, et comme le disait Jean-Pierre Verlaine, mais je rejoins tout à fait cette définition, d'accueillir des gens qui, à un moment donné ou à un autre de leur vie, ont un manque, ont un petit handicap. Celui-là, il vous a fait peur? Non, non, ça ne me fait pas peur, mais je trouve que c'est plutôt réjouissant, même comme bruit. C'est un bruit de bouchon de champagne, hein. Voilà, c'est pas très radiophonique. C'est très bien. Et donc, pour conclure, donc, permettre justement à l'économie sociale et solidaire de prendre toute sa place, il lui faut d'abord créer de la valeur ajoutée. Donc je trouve que cette proposition et ce résumé, cette contraction de Jean-Pierre Frogier était tout à fait juste. Jean-Baptiste Avrillier, puis ensuite, mot de conclusion très rapide de Philippe Lambert et de Denis Demontant, si vous voulez bien. Sur la première émission, ma réaction, c'est de dire on a la chance d'avoir des très bons projets qui nous sont présentés, qui sont des projets dynamiques, porteurs d'un impact économique, parfois en termes d'emploi, et porteurs d'un impact aussi pour le territoire, en matière sociale ou en matière de dynamique de territoire, etc. Et après, en fait, il ne faut pas inverser les choses. Le problème, il est du côté des pouvoirs publics, il n'est pas du côté des structures. Un bon projet doit être financé, il doit être supporté, il doit être accompagné. Après, c'est à nous de nous organiser pour savoir, dans la logique administrative, dans quelle case on le fait rentrer. Est-ce que c'est plutôt du développement économique? Est-ce que c'est plutôt du développement de l'insertion? Est-ce que c'est plutôt du développement des politiques culturelles? Pour savoir si, en fonction des cas, ça va être soit le conseil régional, soit le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Culture, qui va soutenir le projet. C'est bon de rappeler ça? Oui, je pense qu'il ne faut pas projeter vers l'extérieur nos complexités administratives. Il faut qu'au contraire, nous, on sache les gérer en interne. En 28 secondes, c'est possible, Philippe Lambert et Denis Demontant? En 28 secondes, vous savez, la Caisse des dépôts n'a jamais classifié son intervention en matière d'économie. Nous sommes à la fois, j'allais dire, premier actionnaire du CAC 40 et à la fois nous accompagner toutes les structures de l'économie sociale et solidaire, car on se retrouve en fait, on a un ADN commun avec les structures d'économie sociale et solidaire. Et donc, pour nous, l'essentiel, c'est que ça concourt effectivement à la valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée sur les territoires que portent toutes les structures? Merci Denis Demontant pour France Active. 14 secondes, c'est oui, assez passionnant ce qui est en train de se passer actuellement. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. On est sur un vrai virage qui est celui du décloisonnement. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises vont devenir sociales et solidaires, ni que toutes les entreprises de l'ESS vont se banaliser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà, on ne se regarde plus en chien de faïence. Les entreprises de l'ESS se professionnalisent, se vivent de plus en plus comme des vraies entreprises et des entrepreneurs. Donc il y a de la professionnalisation et de la sécurisation. Et puis du côté des entreprises, on regarde de plus en plus, et des entrepreneurs, on va dire classiques, on regarde de plus en plus quelles sont les pratiques et comment est-ce qu'en plus de bien faire marcher sa boîte, on peut avoir une valeur ajoutée supplémentaire sur le territoire. Nous, on est très fiers d'accompagner ça. Merci à tous les 5. On ferme cette émission et on continue à se parler juste après un jingle. Radio Fondes. Pourquoi on continue à se parler? Eh bien, Jean-Pierre Nedelec va nous le dire, président de Fondes, pour conclure cette émission, ces deux émissions en une, parce qu'il va se passer quelque chose maintenant. Jean-Pierre Nedelec, votre ressenti peut-être en un mot sur ce que vous avez entendu, c'est possible ça en un mot? Sur ce que vous avez entendu depuis le début? Ce sera peut-être difficile en un mot, auquel cas je ne vais peut-être pas me lancer directement là-dedans, mais simplement peut-être se projeter directement dans l'avenir immédiat, à partir un peu des constats et des choses qui ont été dites là. Moi je situerais trois choses. France Active, 30 ans d'existence, multiplicité d'outils déployés sur le territoire, et c'est à la fois, je dirais, France Active, peut-être pas encore tout à fait une vieille dame, mais enfin 30 ans d'existence, c'est important, et en même temps, aujourd'hui, se met à revisiter un peu un certain nombre de ces outils, de ces modes de partenariat, pour justement s'adapter à la nouvelle donne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est Fondes, donc France Active en Pays de la Loire, c'est 20 ans d'existence cette année, et on aura l'occasion donc de fêter cet événement l'année prochaine, parce qu'on va prendre un peu de temps par rapport à ça, on va pas se transformer en agence événementielle, mais on va fêter dignement cette affaire-là l'année prochaine. En septembre en septembre, le 13 septembre 2018, auquel effectivement tout le monde est convié, avec l'idée à la fois de revisiter
nos sources, de revenir à l'origine du territoire nantais qui nous a fait naître, mais en même temps en se projetant fortement dans l'avenir. Donc ça, c'était 30 ans, 20 ans. Puis je situerai aux alentours d'une bonne dizaine d'années la relation vraiment sérieuse et approfondie qui s'est mise en place avec le Conseil régional et avec le développement aussi de l'activité auprès d'un certain nombre de collectivités. Et donc, 10 ans de partenariat avec la région, il y a énormément de choses qui ont évolué depuis. Il y a un certain nombre de politiques publiques qui se sont mises en place, avec parfois peut-être un effet d'empilement de strates dans lequel il faut un peu voir clair. Donc il y a ces politiques publiques qui sont mises en place, il y a des exécutifs et des acteurs qui ont changé, et puis le contexte aussi globalement a changé. Enfin, la preuve, les débats qu'on a eus sur la perception de l'ESS, la perception de l'entrepreneuriat, tout ça, ça a changé. Donc on est aussi à un moment donné où il faut probablement remettre, je dirais, de mettre à plat un certain nombre de relations, de fonctionnement, et notamment les relations contractuelles avec le Conseil régional, avec la Caisse des dépôts et consignations, bien évidemment, qui a été et qui reste notre partenaire historique fondamental. Et donc, du coup... Et ça se traduit ça se traduit, donc, du coup, par un joli document que vous avez. Par une convention triennale, qui est un engagement, je dirais, dans la durée, pour précisément qu'on retrouve les collectivités à nos côtés pour assurer, je dirais, la sécurité minimum, pour que justement on prenne les risques nécessaires auprès des entrepreneurs engagés. Voilà. Et bien voilà comment est-ce qu'on souhaitait conclure cette émission par la signature de cette convention de coopération. Un mot très rapide, si vous voulez, Paul Janto. Non, mais je rejoins tout à fait ce que vient de dire Jean-Pierre Denilec. L'intérêt d'une convention, c'est d'abord de fixer un cadre relationnel, c'est sûr, mais aussi on a voulu que ça soit une convention triennale pour aussi donner à voir à Fondes pour qu'on ne se remette pas en cause tous les ans et qu'on puisse travailler sereinement pendant 3 ans ensemble, sans tous les ans se poser les problèmes de financement et on fait quoi, on fait comment ensemble, etc. Donc ça fixe un cadre et puis après, évidemment, s'il faut le faire évoluer en fonction des évolutions. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Philippe Lambert ? Oui, continuer ensemble, effectivement, dans ce cadre. Nous avons fêté, nous, à la Caisse des dépôts, nos 200 ans. Voilà, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est effectivement de nous rejoindre très rapidement. Jean-Pierre Denilec, le mot de la fin ? Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on a eu l'occasion de travailler la semaine dernière donc avec les services de l'ALDEV. Et là aussi, je pense qu'il y a une perspective. Je ne crois pas trahir ce que vous pourriez dire, effectivement, qu'il y a une perspective de convention triennale qui va là aussi sécuriser. Et il faudra se revoir. Pour qu'on puisse continuer de prendre les risques au service des entrepreneurs. C'est le seul leitmotiv qu'on ait. Et il faudra se revoir puisqu'elle prendra a priori effet à partir de l'année prochaine. Oui, mais de toute façon, l'objectif, c'est partageons les risques et partageons les sourires de ceux qui réussissent. Tout à fait. J'en ferai un jingle si vous permettez de ça. C'est très très bon. Merci à toutes et à tous. Radio Fondes présente sur le grill en direct du restaurant L'Entrecôte.